Bonjour à tous, bienvenue à tous sur votre nouvelle émission de basket Temps Mort Show. Temps Mort Show, une émission qui parle de basket, de sa culture, des grands, des petits clubs, des petites équipes, des petits joueurs. Même si toi tu joues derrière ton jardin là, sur un petit panier fait avec une cage à poules, on parle de toi. La cage à poules. Voilà. Moi c'est DJ Flexta. Je suis accompagné d'un roster de rêve aujourd'hui. On est 3, mais vous allez voir qu'on va faire les choses. On s'arrange. Là qu'on a dit. Avec Mills, hein. On va dire aujourd'hui Hot Mills, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui là, on va servir des repas très 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 chauds là. Aujourd'hui, on a dit beaucoup. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on a dit, on est 3. Bon, en tout cas, les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, je pense que vous voyez là déjà, tout le monde est beau, tout le monde est frais. Non, nous, on est juste des gens qui essayent d'exister dans ton monde. Le petit ne pape là, excuse-nous. Voilà. C'est incroyable. Non, en plus, accordé. Et d'ailleurs, tout le monde est corda. Voilà. J'ai envie de dire bravo. On a fait un petit live Bravo. avant. Non, Voilà. faut dire. On a fait un petit live sur Instagram avant. Ça a été choisi par les abonnés. Donc, en tout cas, si vous aimez le ne pape, en tout cas, mettez en commentaire et on essaiera d'apporter quelques nouvelles choses aussi. Je par prends la 10%, hein. Je prends 10% du crédit. Sachez-le, le ne pape est ma possession à la base. Non, mais Mills le porte beaucoup mieux que moi. Je pense que ça va être quelque chose que tu vas conserver jusqu'à la fin de l'année. Ça pourrait être un petit style là. Ah, ça peut être en tout cas. Ok. Bah, DJ Flexta Mills, mais nous sommes avec l'homme de la Méditerranée. Notre Poséidon à nous. Le meilleur shooter que je connaisse, Angelo Tsagarakis. Merci. L'homme qui fait splash. C'est un splash cousin. C'est un splash cousin, c'est ça. Je suis pas un frère, je suis un cousin. Eh bien, écoute, Flexta Kim the Dream. Yes. Merci. Écoute, on va faire une petite émission sympathique. Bien évidemment, on va revenir sur l'actualité du week-end en France, hein, qui est le grand week-end Coupe de France, avec en préambule le trophée Coupe de France qui a eu lieu vendredi pour les clubs amateurs, allant jusqu'à la N2 chez les hommes et jusqu'à la NF1 chez les filles. Puis il y a eu les Coupes de France U18, il y a eu les Coupes de France seniors, et si on devait un petit peu décrire ce qui s'est passé ce week-end, c'est déjà pour l'équipe de Bourges. J'ai envie de faire. Est-ce qu'on fait une minute de silence? Non, j'ai pas envie de dramatiser la chose, mais c'est la saison de tous les rêves qui devient la saison de tous les cauchemars. On a une équipe de Bourges qui et on va commencer par les dames, hein, en bifurquant par les U18 filles qui perdent également. Donc les U18 filles perdent contre l'Asvel avec une Rizaché de gala, 33 d'évaluation, Rizaché qui performe chez les pros et qui désormais se retrouvait dans sa catégorie d'âge pour essayer justement de glaner un trophée et de rajouter un petit peu de luxe dans l'armoire à la maison. Eh bien, le luxe va être ajouté puisque c'est un trophée glané avec brio, victoire 62-55 de l'Asvel, et les U18 de Bourges qui donc n'ont pas pu montrer la voie aux seniors, qui elles aussi se font upset, hein, on peut le dire. Ouais. Les Tangos qui étaient grandes favorites de la saison régulière. Et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé également en play-off, hein, de la Boulangère Wonder League. Et c'est quelque chose qui vraiment, on se disait que ce week-end, c'était l'opportunité de sauver un peu les meubles. Hein. Malheureusement, Bourges n'a pas réussi. Victoire historique de Charleville après 4 défaites consécutives en finale de Coupe de France. En plus, hein, dans une chronologie très proche, hein. On parle des 6 dernières années. Ouais. Donc c'était la 5e finale de Coupe de France, et puis la 5e, apparemment, c'est la bonne. Mais ils vont dire comme LeBron que c'est super d'aller en finale et de perdre. Mais tu vois, à la différence, c'est que quand tu parles de Coupe de France, il y a quand même un prestige très particulier parce que c'est tellement la guerre. C'est un tournoi à la March Madness, c'est élimination directe. Il y a tellement d'incertitudes. Donc d'avoir cette constance à ce niveau-là où tu reviens en finale année après année, c'est quand même différent. Parce que c'est une compétition qui présente beaucoup plus d'incertitudes. En play-off, battre une équipe sur une série de 7 manches, la meilleure équipe est supposée gagner. Ouais, la meilleure équipe. Sur les matchs coup près, on sait que c'est coton. Et surtout, c'est intéressant aussi de voir, on a vu l'émotion chez les filles, Charleville, etc. On a vu que c'était quelque chose qu'elles attendaient depuis longtemps. Amel Boudera qui prend sa retraite à la fin de l'année. Surtout qu'on sait que battre Bourges, c'est jamais facile. On sait que Bourges était revanchard suite à la défaite contre Tarbes quelques jours plus tôt. Et justement, on arrive sur un match où il y a vraiment 2 opposés. On a une équipe qui perd la semaine, enfin qui est éliminée parce que les 2 équipes ont perdu en soi.
Alors, Charleville perd contre Montpellier, mais se qualifie quand même. mais sont qualifiés grâce au point avérage du match aller. Mais Bourges, justement, a perdu. Il devait sur un buzzer en plus. Ouais. Perd aussi. On en parlera un peu plus tard. Et là, devait gagner au moins la Coupe de France pour au moins gagner quelque chose. Au final, elle perd tout. Et Charleville qui va continuer, justement, qui va affronter Tarbes, l'équipe qui a battu Bourges, justement. Ouais. Donc, belle finale. Beaucoup d'émotions. Et je pense que, justement, ça fait partie de la magie de la Coupe de France où, justement, on s'attendait à avoir une victoire de Bourges. Et au final, on voit une victoire de Charleville. Enfin, après cinq tentatives. Et puis, Flexta, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que la saison de Bourges était tout proche d'être historique. Elles se qualifient dans le Final Six de l'Euroleague. Donc, elles font partie des 6 meilleures équipes de la saison dans la européenne, mais dans la meilleure compétition mondiale après la WNBA. Et elles échouent alors qu'elles étaient favorites du championnat, et elles échouent en étant en tête de série contre le 8e de la saison régulière. Sur papier, pas dire que ça devait pas être compétitif, mais sur papier, on anticipait quand même Bourges passer, et dans la majorité pour les consultants, les journalistes et les gens qui suivent le championnat, Bourges devait être champion. Elles avaient mon vote, c'était l'attente que j'avais, donc ça a tout chamboulé pour beaucoup de monde. Et puis derrière, de se dire, même le trophée, même la Coupe de France leur échappe, c'est vraiment cauchemardesque. Et même les U18 au final, donc Bourges, comme on dit, hein, close but no cigar. Donc voilà. Français, ça donne tout proche, mais pas de cigare. Je sais pas si. Mieux en anglais, en anglais, c'est mieux quand même. Bon, Mills, on a eu quand même le trophée Coupe de France amateur. Ouais. Donc, il y a eu chez les hommes Gravenchon qui était en finale pour la 2e année consécutive et qui se fait coiffer tout simplement hein, par Marmande. Donc 2 équipes d'N2. Hein, ouais, B5 Beaupuy Marmande. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'était le Sud. Mais toi, t'es un mec informé, toi. T'as vu ça. T'es un mec informé. J'ai des vraies sources. Non, mais c'est bon. Donc Gravenchon, malheureusement, qui n'arrive pas à valider. Mais une fois de plus, chapeau pour avoir atteint ce stade de la compétition pour une 2e année consécutive quand on sait à quel point c'est compliqué. Côté filles, c'est Rouen Biorel qui a battu Monaco qui a roulé sur la compétition NF1. Désolé. Tu peux pas t'en empêcher. Ouais, hein. je pouvais pas. Mais c'est compréhensible. Après, on pourrait faire ça quand on parle des playoffs Euroleague. Monaco, mais ce sera autre chose. Et donc, Monaco qui était grande favorite et qui a roulé sur la NF1 cette saison et qui au final se fait coiffer par Rouen Biorel. Donc, c'était une belle chose. Chez les U18 garçons, on a eu un sacré match entre les Sharks d'Antibes et le centre de formation du Mans. Hein. 72-70, les Sharks, les Antibois. Félicitations les garçons, c'était un sacré match. 72-70 et victoire donc des sudistes. Donc voilà, le trophée Coupe de France, on devait en parler forcément. On a parlé de la finale féminine. Mills, finale garçon là. Le Mans-Paris, on l'attendait cette finale. Bah, on l'attendait cette finale. On sait que le Mans, encore une fois, était le bouc émissaire. Enfin, Monaco a encore perdu contre le Mans. On n'a pas encore cette finale-là, Paris-Monaco. Donc Monaco, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Ouais. Hein, voilà. Et au final, Paris, encore comme chaque année depuis ça fait maintenant plusieurs années, remporte un trophée. Là, on en parlera un peu plus tard, mais on sait que c'est un peu compliqué en Euroleague. Et justement, eux, se sont mis bien, justement, à l'inverse de Bourges qui a tout perdu. Eux, justement, ont su relever la tête et remporter ce match-là qu'ils ont quand même dominé, faut le dire. Un match qu'ils ont dominé et non, c'était à sens unique. Hein, voilà. Donc c'est un nouveau trophée pour Paris et c'est totalement mérité. Performeur du match pour toi, qui t'a vraiment séduit, qui t'a fait plaisir. Qui je pourrais dire là? Moi j'ai envie de dire Nadir Rifi comme à la maison. Hein. MVP, hein, tout simplement. Non mais Nadir Rifi comme à la maison. Alors c'est la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est déjà il avait retourné le All-Star Game et tu sens qu'il a ses repères. Hein. Ouais, trop chaud, les lumières, la salle. Ça lui convient bien l'accord Arena. Donc il finit d'ailleurs avec 20 points. Alors il arrose un peu 7 sur 17, mais on sait qu'il a cette propension à faire ce genre de performance. Mais bon, c'est 20 points en 23 minutes. Hein. Donc comme d'habitude. Non mais c'est un assassin. Franchement. J'ai envie de dire comme un dimanche matin en vétéran, Nadir Rifi tranquille. Voilà, Ward a été aussi très bon, que ce soit dans l'intensité défensive, le jeu de transition. Paris était tout simplement au-dessus. Le Finlandais Jantunen était indéfendable. Ils n'ont pas réussi à trouver
sont tout simplement pas réussi à trouver le moyen de couvrir un profil, tu sais, qui peut jouer intérieur-extérieur. Il est présent sur le rebond offensif, il peut allumer la mèche de loin, 2 sur 3 à 3 points. J'ai envie de dire, trop de profondeur. Il y a Noah Penda qui, en réaction suite à la défaite, a eu ce ressenti que Le Mans les a trop respectés. Que les Manceaux ont trop respecté des Parisiens qui sur papier étaient supposés gagner. Alors je ne sais pas si c'était vraiment le cas dans l'esprit des Manceaux. Ouais, puis en plus je pense que c'est le genre d'événement sur lesquels ils ont déjà démontré, hein, que ce soit la demi-finale contre les Monégasques ou en Coupe de France ou la Leaders Cup. On attendait de voir justement si Le Mans allait pouvoir écrire l'histoire, et on sait très bien, hein, il y a toujours deux livres qui sont prêts à partir à la presse d'imprimante. Hein. C'est 4 victoires en 4 défaites. Il y a toujours les t-shirts qui sont prêts et les casquettes qui sont prêts. Tu penses que donc il prépare les deux à chaque fois? Ouais, peut-être, sûrement. T'es obligé de toute manière parce que t'es obligé de pouvoir fournir les choses aux supporters, mais c'est comme Bill Russell contre les. Il dit ouais. Ils vont boire le champagne bien chaud. Exactement, exactement. Donc si tu veux, je pense que la logique a été respectée. Une des rares fois cette saison. Parce que quand tu regardes ce qui se passe en Ligue féminine, quand tu regardes ce qui se passe en championnat au niveau de la Leaders Cup ou de la Coupe de France, d'avoir Paris qui gagne. Et sans un gros match de TJ Short en soi. Hein, oui. Il fait pas un gros match. Non. Il met les gros paniers en deuxième mi-temps. Voilà. Mais il a pas eu vraiment besoin. Voilà. C'est là où on voit aussi, comme tu as dit, la profondeur aussi de Paris. Ouais. Là, on voit que cette équipe-là peut aussi gagner sans un gros TJ Short. Voilà. Ouais, et pourtant, les Sartois shootent efficacement en longue distance, 8 sur 19 à 42%. Je veux dire, c'est vraiment au niveau défensif qu'ils n'ont pas réussi à verrouiller. Mais j'ai envie de dire, quand vous faites face au Paris Basketball, c'est très compliqué. Donc, tu mets 23 points en 23 minutes. Voilà. 20 minutes, bon, voilà, quoi. En sortant du banc, faut rappeler. C'est un truc de fou, Bon, mais, je pense qu'on est bon au niveau Coupe de France. Coupe de France, quadrillé. On est bon. On passe chez les femmes. Pas chez les dames. Chez les femmes. La boulangère Wonder League. Yes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, chers messieurs? Surprise. C'est notre émission, ça. Surprise. Mais en soi, on a l'élimination, du coup, des favorites. Bourges. T'en as qu'une seule, en fait, des favorites qui ont réussi à rester debout. Hein. Voilà. Mais justement, on va parler d'abord de Bourges. Qui perd au buzzer. L'équipe encore, de la MVP Diaby. Qui justement elle aussi n'a pas sorti forcément son gros match là, alors qu'elle roulait un peu sur la saison là. C'est un peu ce match là où elle finit à 7 points. C'est un match où elle est passée un peu en dessous. Elle a réussi à finale contre Charleville, mais là ce match là, malheureusement, même si sur le papier elles étaient favorites et il a une équipe beaucoup plus complète. Ça s'est joué au détail, ça s'est joué à la dernière minute, ça s'est joué au dernier panier. Il y a 3 points. Hein. Et du coup ça coûtait cher. Comme on en avait parlé la semaine dernière, on avait dit que le petit avantage qu'elles avaient, ça allait peut-être leur coûter cher. Ben, on n'aurait pas. C'est surtout que tu dis qu'elles vont gagner à l'extérieur, donc elles échappent au traquenard entre guillemets, parce que d'aller gagner à Tarbes c'est toujours compliqué. De toute façon, dans le Sud-Ouest, hein, que ce soit Basketland ou Tarbes, c'est toujours difficile. T'es bien reçu, bah déjà parce qu'il y a une vraie culture basket dans ces deux clubs, qu'il y a un vrai public, qu'il y a une ambiance, il y a un déplacement aussi à faire, c'est loin. Et puis t'as surtout des adversaires qui n'ont aucune pression. Tarbes, c'était le 8e de la saison régulière, qui se faufile, qui finit bien la saison. Il y a Magali Mendy qui arrive en signature de luxe en toute fin d'année. Donc tu te dis, bon, c'est sympa, mais malheureusement, c'est contre Bourges. T'as raison. Voilà. C'est contre Bourges. Voilà ce qui se passe. Là, il faut aussi mettre aussi Liman Moussa aussi à 28 points. C'est le plus gros match de la saison, tu mets 28 points. Et Charlotte aussi quand même à Andy Miem, parce qu'on disait peut-être que c'était son dernier match. Ah ben non. Non. Justement, elle a encore prouvé pourquoi c'était une légende du basket français féminin. En plus, c'est contre le club avec lequel elle a écrit les plus belles pages de son histoire. Justement, tu mets 19 points. C'est ça le sport. Et faut dire la vérité, on s'attendait pas à ce soit un gros match. Mais sortir 19 points pour un match où tu vas gagner de 3 points surtout. On sait que tous les points sont importants. Donc, gros shout-out. Et on verra bien ce qu'ils vont faire. Parce que maintenant, on peut plus vraiment prédire ce qu'elles vont faire. Maintenant, c'est Basketland qui est favorite. Alors, on va parler un petit peu de Basketland. Basketland qui fait le boulot, mais dans la douleur. Hein. Dans la douleur, parce que en fait, on voit une sorte de similitude avec la série Tarbes-Bourges dans cette série face à l'Asvel. Les deux confrontations de la saison régulière, les garçons, entre ces deux équipes ont donné des vraies batailles. Il n'y a pas eu une victoire de plus de 4 points en saison régulière et les deux équipes se sont tapées mutuellement à domicile. Et donc, tu te dis, ok,
bonne chance pour définir qui a vraiment l'avantage sur une série en 2 matchs, justement, parce qu'il y a un match à la maison pour chacune des 2 équipes. Il n'y a pas d'avantage du terrain vraisemblable dans un contexte de play-off en 2 manches sèches. Et donc, tu te dis, elles ont chacune gagné à la maison, ce qui était un petit peu le cas aussi de ce qui s'est passé entre Montpellier et Charleville-Mézières. Chacune s'était battue à la maison. Et donc, on essaye d'anticiper un petit peu qui aura l'avantage et qui vraisemblablement pourrait créer un écart suffisant à la maison pour prendre la série. Là, Basketland arrive à faire le 2-0. C'est la seule équipe qui fait 2-0 dans les quarts de finale de la Boulangère Wonder League, mais ça s'est joué quand même de manière très très compliquée. Elle gagne au buzzer, au match aller. Au match aller, c'est au buzzer. Au match retour, c'est encore 69 points marqués. Ouais. Face à... Elles sont décrochées dans les 3 dernières minutes. Ouais, Lyon, l'équipe de Malonga. C'est une équipe qui a gagné. Là, on sait que rien n'est facile. On arrive dans une année où rien ne sera facile. Elle gagne de peu. Elle gagne de peu, fin de match, etc. Mais c'est quand même contrôlé. Quand on voit ce qui est arrivé à Bourges, elles ont évité le pire. Parce que quand tu gagnes que d'1 point, perdre 2 points, justement, comme ça arrivé justement contre Bourges, ça peut coûter très cher, ça peut tout tuer une saison. Maintenant que Bourges n'est pas là, comme tu as dit, elles sont maintenant parmi les favorites. C'est l'occasion, justement, de prendre... ce sont les favorites. En plus, avec le départ de Monica Kouamakani, Charnay qui passe également dans la douleur. Il faut mettre en avant cette série un petit peu dingue parce qu'on a une équipe de Charnay qui se défait d'Angers à 1 point. C'est-à-dire qu'il y a eu, sur le différentiel entre les 2 matchs, tu as eu une victoire de 11 points au match aller d'Angers. Et on s'est dit, va peut-être y avoir des regrets là parce qu'elles étaient en capacité de gagner de 15 et plus, un petit relâchement dans les 2 dernières minutes. Et tu te dis, on a vu les scénarios des 3 dernières années où, sur le match retour, ça se joue à une possession. Exactement. Ça n'a pas raté. Charnay, avec une Monica Kouamakani qui était encore en grande difficulté au niveau du scoring, au niveau de son tir et autres, elle nous fait une prestation XXL niveau WNBA. Voilà. Ok. 22 points, 10 rebonds. 22 points, 10 rebonds. Et surtout 8 interceptions. Elle est passée à 2 interceptions du triple-double. Triple-double. Et surtout, elle met les paniers en fin de match pour valider la victoire de 12 points dans son dernier match. 12 points, c'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Dans son dernier match, sous le maillot de Charnay, puisque l'année prochaine, elle devrait jouer à Bourges. Grosse recrue. D'ailleurs, elle part avec sa coéquipière Maïva Jaldi Tabdi, internationale française, sœur de Clarence Jaldi Tabdi, qui joue à Basketland. Et devinez quoi? Au prochain tour, c'est Basketland famille. Magnifique. La transition était parfaite. On va avoir le duel qu'on voulait tous. Clarence contre Maeva. Les Jaldi Tabdi à la maison vont avoir le cœur en joie. Et ça va être aussi une belle série parce que c'est 2 joueuses internationales françaises qui jouent en plus sur le même poste. Donc, maintenant, t'es les parents là. Tu supportes qui? Je sais, moi, je ne me positionne pas. Tu fais comme les Curry, tu fais le maillot, tu sais, quand tu coupes en 2. Exactement. Et un devant, un derrière. Un devant, derrière, tu mets le 37 et tu mets Steph Curry. Exactement. Et puis, la dernière série, et si tu veux en parler un peu, Charleville contre Montpellier. Ouais. Donc, Charleville contre Montpellier. Donc, on a dit, donc Charleville, les dernières gagnantes de la Coupe de France. Donc, on a eu un match, justement, une victoire de Montpellier au dernier match, mais du coup, qui n'a pas d'incidence sur... Mais le scénario était fou. Le scénario était fou parce que la majorité de la deuxième mi-temps, Montpellier menait de 23 points. C'est-à-dire qu'elles avaient récupéré le point d'avérage avec brio. Et en plus, il faut comprendre qu'elles ont joué sans Colline Franchelin, qui s'était blessée lors du match aller, qui n'était pas encore prête. Elle est revenue pour la finale de Coupe de France, mais elle n'était pas encore prête. Et donc, de manière héroïque, Charleville-Mézières arrive à faire un comeback dans le dernier quart-temps. Bancolé avec des gros tirs, Noémie Brochant qui fait le boulot. Et puis voilà, Amel Boudera qui se retrouve en demi-finale du championnat avec une victoire en finale de Coupe de France. Donc, est-ce que c'est une équipe de destin? Est-ce que la destinée de Charleville-Mézières, c'est d'aller en finale? C'est possible. En tout cas, ce serait très beau à voir. Et donc, on a donc, voilà. On a donc maintenant, c'est Tarbes, Charleville en demi-finale. Et on a Charnay, du coup, contre Basketland. Donc, tout ça, je pense que on le verra bien, du coup, mercredi. Mercredi, c'est le match aller. Et franchement, les amis, si vous vous intéressez pas au basket féminin, pour le coup, la Boulangère Wonder League, c'est la meilleure ligue d'Europe. On a pléthore de talents et de joueuses du plus haut niveau mondial qui officient dans notre championnat. C'est en direct sur Sport en France. Prenez le temps de regarder parce que je peux vous dire que les séries sont incroyables depuis le début de ces playoffs. Des scénarios improbables, des joueuses qui élèvent leur niveau, beaucoup d'internationales françaises qu'on reverra en équipe de France sous le maillot bleu pour l'Eurobasket de cet été. Donc, écoutez, si vous êtes curieux, laissez-vous tenter. Je vous promets que vous regretterez pas.
Ok. Promis. C'est du bon basket, c'est du bon basket. Et en plus, vous aurez ma voix suave derrière le micro, donc. Come on, baby. You know. Mills, il était pas prêt. On t'étais pas prêt. Hot Mills, il a mangé trop épicé, là. Euroleague, qu'est-ce qui se passe en Euroleague, là? C'est chaud. Euroleague. Mills, discute un peu, là. On avait discuté Paris contre Fenerbahçe. Ouais. Et là, justement, on a fait une grosse preview. En fait, on a fait une preview. Et en fait, Fenerbahçe, en fait, ils tiennent leur rôle. Tout simplement, on va dire les termes comme ils sont. Le premier match a failli tourner en notre faveur, hein. Ça a failli tourner. Là, enfin, les 2 matchs ont été remportés par Fenerbahçe, 83-78 le premier match et 89-72. Bon, 2 matchs, on va dire, différents. Ouais. Le premier match où Paris est... surtout le premier qu'il faut débriefer, ouais. Le premier, Paris est bien rentré dans le match. Donc, il gagne le premier quart-temps, etc. Et en fait, ce qui va coûter cher pour Paris, c'est le deuxième quart-temps, où ils vont encaisser 31 points, donc 31-20 au second quart-temps, ce qui va coûter cher dans tout le match, parce qu'ils perdent de 5 points. Et on sait qu'ils ont jamais été loin. Ils ont jamais été loin. Et ce qui est important aussi, c'est que comme on a dit, Paris, cette année, on sait qu'ils n'ont pas forcément d'objectif de gagner l'Euroleague. Et justement, ils sont venus titiller cette équipe de Fenerbahçe. Cette équipe-là qui sont à domicile. Hein. On avait dit que l'importance de jouer à domicile aussi allait se faire sentir. Et justement, ça s'est fait sentir là. Quand on a vu qu'à la fin du 3e quart-temps, Fenerbahçe menait que d'un point. Donc, on a eu quand même un bon monétaire. Non, mais mais même sur les deux dernières minutes, hein, que ça se joue, hein, parce que 83-78, comme tu le dis, ils étaient à égalité. Ils ont même mené, pendant une partie du 3e quart-temps. Et le problème, c'est qu'on se retrouve dans cette configuration où il fallait en attraper un. Et quand tu passes tout proche du premier, le deuxième, c'est compliqué. Je pensais vraiment qu'on allait réussir à en attraper un sur 2. Ouais. Écoute, c'était tout proche, mais c'était tout proche, mais là, malheureusement, là, ça va revenir ça revient sur Paris la semaine prochaine, cette semaine. Écoute, si Paris arrive à faire l'incroyable performance de gagner les 2 d'affilée là à la maison, le match 5, vous remettez tous les compteurs à zéro, hein, peu importe le contexte hostile, avec le public turc, le statut de favori du Fener. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que Paris a complètement explosé lors du 2e match. Et c'était un petit peu ce que je redoutais par rapport à la densité physique d'une série de 5 matchs. C'est ça. Et de la raquette parisienne et même du morphotype de ses arrières avec TJ Shorts, avec Nadir Rifi, qui vont devoir encaisser énormément, un petit peu à l'image de ce que les Rockets essaient de faire subir à Steph Curry. Ouais. C'est énormément de densité physique, de contestation de déplacement, c'est la guerre, tout simplement. Chaque écran, tu dois le payer, tu vas laisser une hanche. Et c'est pour ça que sur un match, parce que Paris n'a jamais explosé comme ça en deuxième mi-temps, et en tout cas sur un deuxième match, la sanction elle a été sans appel, hein, au niveau du match de. C'est là où on dit que les playoffs c'est un autre sport, c'est un autre niveau. C'est une autre saison. Ouais. Et là justement on a vu que là Paris, je pense que c'est les premiers playoffs de Paris en Euroleague. Bien sûr, mais c'est la première année. Voilà, c'est la première année exactement. Donc là comme on a dit, Fenerbahçe on connaît, hein, ils ont l'habitude de ces matchs-là, ils ont l'habitude d'être à ce moment-là. Et là on a vu dans le game 2 que Paris a appris. Je pense que Paris a appris. Et malheureusement, maintenant, ils peuvent faire que mieux pour le game 3. Ils peuvent faire que mieux dans le game 3, attraper une victoire, faire encore durer la série. Ils ont rien à perdre pour moi, donc c'est le moment de tout laisser, de tout lâcher. Là, en championnat, ils sont assez bien, donc ils peuvent encore mettre l'énergie sur le 3e match de l'Euroleague et on espère justement, une victoire pour faire durer au moins la série. Espérons que cette victoire en Coupe de France va les galvaniser, va leur donner un peu de baume au cœur. Non, mais je pense, moi je pense qu'ils sont en capacité de prendre le match 3, qu'ils vont le faire sur une sorte d'euphorie et surtout c'est dos au mur. Hein. Là, c'est do or die. Si tu gagnes pas, tu rentres à la maison. Donc ça va être intéressant de voir ça. Olympiakos Real Madrid. Ok, on part sur Olympiakos. Olympiakos Real Madrid. Alors j'avais peur. J'avais peur, les amis. Je me suis dit, ça sent le traquenard, ça pue cette histoire. Et l'Olympiakos, patron, déjà, grosse victoire lors du match 1, mais c'est le match 2 où vraiment le Real Madrid commençait à rentrer dans ce que je craignais, c'est-à-dire utiliser les grands segments de Tavares en dessous, jouer avec l'expérience et la qualité des arrières pour allumer la mèche de loin et faire douter cette équipe de l'Olympiakos qui n'est toujours pas en pleine possession de ses moyens à cause de joueurs indisponibles et blessés. Il y a Thomas Walkup qui a pu enfin revenir et qui amène beaucoup de sérénité dans cette équipe, et il y a eu un gros comeback d'un Olympiakos qui était mené jusqu'à 14 ou 15 points dans le match 2, qui renverse la vapeur et qui termine le boulot. Evan Fournier fiable sur la ligne des lancers, Evan Fournier avec une performance très solide, avec des gros tirs au bon moment.
comme il fallait. Donc, l'Olympiakos qui fait le 2-0, on peut commencer à respirer, mais d'aller gagner à Madrid, c'est compliqué. Ouais. Mais, Ouais, voilà. on n'oublie pas quand même qu'il y a comme un Sacha Vezenkov aussi qui, de gros matchs où, voilà, il porte aussi l'équipe. Aussi, Bon. voilà, on le sait, on le sait. C'est parfait, c'est parfait. Ouais. Transition parfaite. T'es fort, Mills. Hein. Hot Mills, c'était hot. Hein. This is why I'm hot. parce que il était évident, on va parler des 2 autres séries playoffs, mais il était évident. Merci d'avoir mentionné Vezenkov. Ouais. Il était évident qu'on devait rebondir sur le titre de MVP de Kendrick Nunn. Ouais, parenthèse, voilà. Grosse Voilà, on parenthèse. fait une grosse Voilà, parce parenthèse. qu'il y a les awards qui sont arrivés justement cette semaine. Voilà, on garde le meilleur pour la fin avec Monaco, avec sa Barcelone. série face à Barcelone. On va parler de de la série qui a le plus, comme je vous l'avais dit dans les previews, la série Panathinaikos, Istanbul. Voilà. Et justement, c'est la seule série où en plus où il y a une victoire partout. FS, Donc, on en Anadolu parlera FS, après. exactement. Mais justement, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce trophée remporté par Kendrick Nunn? Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, non pas parce qu'il y a un chauvinisme qui parle de ma part. Vezenkov, il est bulgare, donc j'ai pas d'attachement particulier à ce mec-là. Même s'il joue pour l'Olympiakos, mais j'adore le Pana également. Et puis j'aime aussi les équipes françaises, donc c'est pas vraiment pas une histoire de vouloir défendre mon steak, mais c'est vraiment le concept où il y a trop de similitudes avec la course au MVP en NBA. Ouais, exactement. Vous regardez Jokic et SGA, vous regardez Vezenkov et Kendrick Nunn, c'est exactement C'est le un truc même de fou. délire. C'est un truc de fou. Vous avez Kendrick Nunn qui gagne donc le titre de Alonso Ford exactement. de meilleur scoreur de la saison régulière. Donc Ouais. Alonso Ford, RIP, paix à son âme. Ancien joueur de l'Olympiakos qui était un des arrières les plus explosifs et talentueux qui soit passé de notre côté du basket, hein, du côté outre-Atlantique pour lui, puisque c'était un arrière américain. Meilleur marqueur, certes. Panathinaikos, top 3, pas de problème. Mais là, vous parlez de Vezenkov, qui fait une saison à plus de 24,5 d'évaluation en moyenne par match. Il fait un match à 52 d'évaluation, record de la saison. Avec un match à 45 points. Il fait un match à 45 C'est points en le ayant même pris match. 4 dribbles. On est répète. Il a fait un match à 45 points en ayant pris 4 dribbles. Attends, je crois qu'ils ont pas bien entendu. Il a fait un match Répète ce à que tu viens de dire. 45 points en ayant pris 4 dribbles. Il a fait la performance. Et quand tu parles de constance, il a fait la performance d'être en double figure en points et évaluation à chacun des 32 matchs auxquels il a participé sur 34 cette saison. À chacun. Chacun des matchs Chaque de l'année, match. il est en double figure, plus de 10 Plus de en 10. points et en évaluation. Pas un match où il est à moins. Pas un. Pas un. C'est de la folie. Vous ne vous rendez pas compte, c'est de la folie. Olympiakos termine premier de la saison avec un bilan de 24 victoires, 10 défaites. C'est là, Le Pana, troisième. et c'est là la différence que je voulais dire justement avec Jokic, parce que Jokic, lui, encore, il est un pas premier, mais encore Vezenkov est premier. C'est là où je me suis dit que, en fait, là, par rapport à cela, je me suis dit, à partir du moment où il met les 45 points contre le Bayern, je me suis dit, c'est terminé. Ouais. Pour moi, c'est terminé. Il finit premier. Il fait un record historique. Voilà, c'est un match historique, on en a vu parler, etc. Et, j'étais aussi surpris. Parce que pour moi, en fait, Kendrick Nunn, il est troisième. Bon, il finit très bien la saison en Euroleague, hein, on va pas se mentir, hein. Gros match contre Monaco, il met 37 points, il finit très bien. Enfin, il a quand même des grosses perfs, mais je m'attendais pas à ce que Vezenkov ne gagne pas le titre. Pour moi, c'était déjà bouclé déjà depuis un petit moment. Mhm. Mais bon, c'est la grande surprise de tout le monde. Je pense que peut-être t'es pas le seul surpris. Dites-nous en commentaire, en tout cas, si vous êtes surpris ou pas. Kendrick Nunn le reporte. On dit pas qu'il a fait une mauvaise Et saison. on dit pas qu'il est pas méritant. Hein. Ouais. De toute manière, c'est ça. Si tu le donnes pas à Vezenkov pour une raison qui va au-delà de la logique et du bon sens, mais si tu le donnes pas à Vezenkov, c'est forcément à Kendrick Nunn que tu le donnes. Parce qu'au niveau du talent pur, et j'ai même envie de vous dire, si vous pensez, vous avez besoin d'un tir de la gagne, vous avez besoin d'un mec qui est en capacité individuellement de vous remporter le match dans un contexte de difficulté. Parce que Vezenkov, il peut te mettre les gros tirs, mais c'est difficile pour lui de forcément créer son tir s'il est sur un jeu arrêté. Ouais. Vezenkov va être bien sur l'attraper, le jeu posté. Mais si c'est sur un mec au morphotype athlétique qui peut contester, tu vois, un ailier longuet, puissant, ça va être difficile pour Vezenkov d'avoir autant d'efficacité qu'un Kendrick Nunn Ouais, c'est clair. sur la création de tir. C'est un C'est peu pas les comme- mêmes joueurs, de toute façon. Ouais, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes postes, voilà. Y a pas de Mais excusez-moi, oui, il est meilleur marqueur. Il fait Kendrick Nunn finit la saison à 20,7 points de moyenne. Vezenkov est à 20,2. Donc on n'est pas en train de En fait, dire que tu vois, c'est ça qui, tu vois, là, c'est ça qui m'énerve. Mais parce que tout le monde va te dire marqueur.
cette course au point, ça m'énerve parce que, on parle de most valuable player. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu comportes, tout ce que tu apportes à ton équipe et est-ce que ton équipe, avec ou sans toi, est la même équipe? Tu vois ce que je veux dire? Les points, là, il y a 5 dixièmes. Les gars, c'est les mêmes nombres de points, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quoi cet argument? Est-ce que vous pensez que c'est le fait que le Panathinaikos a réussi à se hisser à la 3e place malgré la blessure de Mathias Le Sort? Ben, ça peut jouer. Ça peut jouer. Parce Vous que pensez que c'est ça qui a fait balancer Oui, le mais trophée? il y a adressons l'éléphant dans la pièce. C'est aussi parce que Kendrick Nunn, joueur NBA, flashy, etc., etc. Je sais que Vezenkov, techniquement, il a joué en NBA. Hein. Oui, mais bon, Sacramento, oui. techniquement, Kendrick Nunn est plus identifié comme un joueur NBA, plus flashy. Et je sais qu'il y a cette part un peu de... Le fait que ce soit américain. Bah, c'est un ressenti où la même performance, si c'est un Européen ou un Américain qui l'a fait, celle de l'Américain, on dit elle a un peu plus de style, un peu plus de panache. Tu vois ce que je veux dire? C'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif qui veut que ce qui vient des États-Unis est forcément mieux. La preuve en est que non. Vezenkov, il fait une saison où il est constant sur il est dantesque. Et pour moi, en plus, il y a un tel gap au niveau de l'évaluation. C'est ça, en fait. Parce que c'est-à-dire, meilleur marqueur, certes, mais au niveau du gap entre les deux meilleurs marqueurs, t'as 5 dixièmes, comme tu l'as dit. Par contre, t'as 5 points d'évaluation entre les deux. Bah, justement, l'évaluation, ça sert à ça. Ça sert à démarquer, en fait, deux performances, qui peuvent être similaires sur le papier. Et là, tu regardes que... Pour vous dire, en termes d'évaluation, Kendrick, il est 5e. T'as quand même TJ Shorts devant lui, t'as quand même Mirotic devant lui et t'as Theo Maledon devant lui. C'est dingue, hein. Et c'est là où je pense que t'adresses aussi un bon point aussi, parce que quand Mathias Le Sort se blesse, surtout que lui, il était dans les candidats, même parce qu'il fait très mais Mathias Le Sort, c'est un des 3 meilleurs pivots d'Europe. Voilà, il faisait partie des candidats au MVP au tout début d'année où il se blesse. Comme on avait déjà parlé, il était sur la continuité de ces Jeux Olympiques. Enfin bref, il fait une très bonne saison. Il se blesse. On se dit c'est compliqué. Comment ils vont réagir? Kendrick Nunn, il fait une deuxième grosse partie de saison en Euroleague qui est plus qu'honorable, qui est magnifique. Maintenant, pourquoi ils l'ont donné? Il n'y a pas d'explication vraiment. On va pas donner des théories. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un peu dans l'imaginaire des gens? C'est-à-dire qu'au final, Kendrick Nunn te sort tellement des shoots spectaculaires, il est flashy. En plus, c'est aussi un meneur de jeu capable d'aller tomard sur la gueule des mecs de 2m13. Bien sûr. Tavares en a mangé un. On parle vraiment de joueurs qui vont faire bondir les gens de leur siège. Ouais, bien sûr. Il est électrifiant à regarder jouer. Il a bien évidemment en fait, que tu regardes Mike James, qui est assez clivant comme joueur. Parce que Mike James, c'est un mec qui garde beaucoup la balle. C'est un mec qui est dans du duel. C'est un joueur qui, littéralement, de sa seule main, peut impacter le résultat du match, que ce soit dans la création qu'il a pour ses coéquipiers ou dans sa capacité à mettre des tirs venus d'ailleurs. Kendrick Nunn, c'est le même. Peut-être plus jeune, plus athlétique. Et gaucher. Ouais, c'est plus un profil NBA. Vraiment, je pense que ça joue mais pour vraiment moi, Mike là-dessus. James est un meilleur joueur NBA qu'un Kendrick Nunn, pour le coup. Oui, ils sont tout à fait comparables. C'est, des meneurs scoreurs. Oui, il a plus d'expérience, il y a plus joué, etc. Bien sûr. Soit. Il y est resté plus longtemps. Mais donc, c'est ça le truc. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'imaginaire des gens qu'en fait, les actions d'éclat que ne fait pas Vezenkov. Vezenkov, c'est les pieds au sol. Ouais, ça peut jouer aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je vous parle de Jokic, je vous parle de Vezenkov dans l'appréciation des gens, sachant en plus que Vezenkov, c'était le MVP en titre avant qu'il se parte en NBA et qu'il fasse une saison manquante entre guillemets. Mais c'est comme quand Jordan part, il revient, c'est copier-coller, tu sais. Il n'est jamais parti, si tu veux. J'ai même envie de dire, c'est quasiment mieux, puisque l'Olympiakos finit premier, alors que quand il prend son titre de MVP, l'Olympiakos est 3e. L'année de son départ. En fait, j'ai envie de dire que c'est comme le baccalauréat et le contrôle continu. Tu vois, il y en a qui sont très forts sur juste l'épreuve, et il y en a qui sont très forts tout au long de l'année, et ils peuvent arriver à l'épreuve. Après, c'est dans les poches, tu vois. Mais je pense que ça va être ça. Surtout qu'en plus, Kendrick Nunn, je pense que ça a pu jouer. Le côté un peu plus flashy, le côté un peu plus agréable à regarder. Je pense que ça a pu jouer. Je pense que voilà, c'est des petits détails là, parce qu'on n'a pas les votes, je pense. Non. On n'a pas les points, on n'a pas les trucs, donc on n'a même pas pu voir si c'était si serré que ça ou pas. Donc voilà. En tout cas, on espère peut-être qu'ils vont peut-être se raffronter, Écoute. Ça c'est. Regardez, vous savez l'emoji, les mains qui prient. Panathinaikos Olympiakos en finale de l'Euroleague. Juste finir sur ce duel. En fait, le basketball, c'est pas que les points. Le basketball,
c'est un sport où on fait des passes, il y a des rebonds, il y a des actions, il y a des passes, il y a des avant-dernières passes. Il y a des interceptions. Il y a des interceptions. Il y a de la lecture de jeu. C'est pas que les points. Mettre les points à quel moment aussi? Parce que si vous regardez la performance de LeBron qui met 38 mais qui disparaît les 6 dernières minutes du... Non, mais vous comprenez. Donc, oui, il y a pas de souci. Il y a pas de ça. souci. Non, mais est-ce que ton 38, c'est un 38 à la LeBron lors du match 3, ou est-ce que c'est un 38 où c'est la majorité de tes points sont arrivés dans les 5 dernières minutes du match? C'est pas la même chose. C'est comme on dit, tous les 38 ne sont pas égaux. Exactement. Et donc, tous les 20 points par match ne sont pas égaux. C'est exactement ça. Parce que aussi, Vezenkov, faut aussi dire le pourcentage au tir. À 2 points, il est à 69% au tir. À 3 points. Les gars. Non, mais à 2 points, il est à 69% au tir. À 3 points, c'est un poste 4, il est à 39%. Au lancer franc, il est à plus de 90. Ça veut dire qu'il est sur une situation où il fait une saison référence à quasi 50, 40, 90, qui est le standard ultime pour les shooters. 50% d'adresse globale, 40% à 3 points et au-dessus, et 90 au lancer franc et au-dessus. À 1,3% à 3 points, il nous fait cette saison-là. Mais il est à 69 à 2 points. Les gars, moi, c'est un scandale. Moi, je dis le mot, c'est un scandale. Quand on regarde l'ensemble des chiffres, qu'on regarde les performances qui ont été réalisées par le joueur tout au long de l'année. La saison de l'Olympiakos qui aussi a eu des blessures. Ils sont numéro 1. Parce qu'à chaque fois, vous dites, ouais, mais il faut être il est numéro 1, là. Donc, c'est quoi là, il y a tout, en fait. Pour moi, il y a les stats, il y a le classement, il y a tout. C'est pour ça que je dis que dommage, on n'est pas justement le classement des votes, où on peut voir aussi le pourquoi du comment, parce que ça peut... Qui a voté? Nous voulons savoir, nous voulons des noms. C'est surtout qu'on peut voir aussi le nombre de votes. Enfin, on peut voir aussi à quel point ils ont été proches, tu vois, parce que peut-être on parle ça se joue à quelques points, tu vois. Ça peut être le classement le plus serré de l'histoire de l'Euroleague, on sait jamais, tu vois. Mais le pourquoi du comment, on pourra pas savoir, malheureusement. Communiquer là-dessus. Enfin, voilà. Bref. Bon, en tout cas. Tu parlais justement, comme on a parlé de Vezenkov, parlons de Kendrick Nunn et de la série du Pana. C'est ta série, hein. La série Tsagarakis. C'est 2 séries. Kendrick Nunn avait le tir pour égaliser en toute fin de match et envoyer le match en prolongation. Le Pana, excusez-moi, hein. Alors, c'est le moment patriote qui parle et les Grecs respecteront ce que je vais dire, qui a complètement merdé, qui a déconné, qui a foiré son match, dans le sens où il domine 35 minutes et s'écroule dans les 5 dernières minutes au niveau de la cohérence dans les choix, de l'efficacité dans la finition. Alors après, faut dire Shane Larkin. Ouais, voilà. C'est ça. Faut parler de Shane Larkin. Et juste, entre parenthèses, Shane Larkin, grand monsieur. Pour préciser, pour ceux qui n'ont pas vu la série, le Pana après le game 1, Istanbul après le game 2. Et pendant le game 2, justement, on a vu une équipe de Panathinaikos qui devait gagner, qui devait confirmer justement pour partir à Istanbul pour le game 3. On sait que partir à Istanbul, c'est jamais facile. Là, maintenant, il part avec un peu une balle dans le pied parce que maintenant, il y a 2 matchs à les gagner à Istanbul pour finir la série. On sait que ça va être compliqué. On sait qu'on a 2 joueurs de calibre incroyable. Shane Larkin d'un côté, on sait qu'on a Kendrick Nunn. Et attention, moi, c'est Diosman aussi. C'est Diosman aussi qui il y a du bon monde. En fait, comme il avait dit Angelo déjà, ça va être une série où il y aura du bon monde. Et en fait, là où Kendrick Nunn aussi m'a un peu déçu, pas forcément, où je m'attendais à mieux de lui, c'est que par exemple en saison, il avait joué cette équipe-là d'Istanbul, le réussissait bien. Tu sais, il y avait des grosses perfs, etc. Et comme on l'a dit, on arrive en playoff, c'est pas la même chose. On sait que c'est le joueur le plus important du Pana offensivement. Istanbul a pris les précautions, bien évidemment, où il y a une défense très agressive envers lui. Maintenant, on arrive au game 2 où, comme tu l'as dit, il y a un partout. Je pense que tu l'avais bien prédit. Le 3e contre le 6e. Mais ça sentait le soufre, cette série, sachant en plus qu'on avait parlé de la dynamique d'Istanbul qui gagne 8 matchs d'affilée pour se qualifier et sortir des play-in parce qu'ils étaient même pas play-offables à 8 journées de la fin. Ils rentrent dans les play-in, ils se sortent des play-in pour avoir le spot automatique à la 6e place et matcher contre le Pana. C'est de loin la plus belle série. Non pas parce que c'est 1-1, mais c'est parce que c'est la proximité des matchs. Les matchs sont décidés dans les instants les plus chauds. On a des performances dantesques, on a des tirs venus d'ailleurs. On a Shane Larkin, big cojones, il nous a sorti des tirs pour reprendre l'avantage dans les 2 dernières minutes. Côté Istanbul, énormissime. On a une équipe d'Istanbul confiante qui maintenant a fait le break et qui va pouvoir essayer de terminer le boulot à la maison. J'espère grandement pour le basket, pour l'enjeu, pour le suspense et avoir un match 5 à Oaxaca. Si vous avez jamais été à Oaxaca,
Je peux pas vous expliquer. Faudra qu'on y aille. Ce serait cool qu'on puisse y aller. Mais je peux pas vous expliquer. On va C'est-à-dire, demander à notre producteur. on va en discuter. On va débloquer le budget, hein, boss. Donc, mais tout ça pour dire, j'ai hâte de voir le match 3 et le match 3 va probablement décider de la série. Pas parce que une équipe gagne. Non, il y a une des deux qui va gagner, mais c'est comment? Exactement, la manière. C'est-à-dire, est-ce que ça reste un match serré, ce qui veut dire que on est sur jeter de pièces, ça tombe du bon côté et voilà, ou est-ce qu'il y aura un écroulement du Pana? Parce que moi, je pense pas que c'est Istanbul qui va s'écrouler d'une manière quelconque. Je crains un potentiel écroulement psychologique du Panathinaikos. Va falloir aller puiser dans toutes les ressources spirituelles de ce groupe, parce qu'un Mathias Le Sort vous manque énormément dans ce genre de match où lui, vous pouvez lui donner la balle poste bas, il va vous mettre dans le bonus très rapidement, vous allez être en capacité d'avoir des lancers francs beaucoup plus facilement, il va forcer la prise à 2, il va forcer les aides défensives, ce qui va libérer des tirs beaucoup plus ouverts que quand il est pas là. Donc... Mais juste avant de conclure, avant de passer à Monaco, qu'est-ce que tu penses? Qui va prendre le prochain game? Je pense que Istanbul va prendre le match 3 et j'espère que ça va être un match serré. J'ai foi dans la capacité du Pana d'aller en prendre un à Istanbul et qu'on parte sur un match 5. Par contre, si le Pana éclate en vol lors du match 3, c'est-à-dire s'ils gagnent, tant mieux. Mais s'ils se prennent une volée au match 3, je peux vous dire que le match 4... Tu penses? Écoutez, on verra. Bah écoutez, je crains pour un manque de fébrilité mentale du Pana, de par justement l'absence d'un Mathias Le Sort. Là, on est dans les matchs coup près. Là, on aurait Juancho Enarganez, il a mis quelques gros tirs, mais il en a manqué aussi. Je compte sur Sloukas pour faire le boulot, parce que Kendrick Nunn, il doit vraiment élever le niveau. Et il est en capacité de le faire, bien entendu. Exactement. Donc, ok. La dernière qui nous intéresse le plus, bien sûr. Monaco, Barcelone. Donc, Monaco, comme on l'a dit. Voilà, là, tu peux faire le Monaco, du coup. Du coup, Monaco qui mène 2-0 contre Barcelone. Game 1, game 2 maîtrisé. L'apport de Nail Tace, par exemple, dans game 1. On sait que très belle recrue, on en avait parlé, recrue qui va faire la différence. Il a fait la différence, 22 points dans le premier game. Un Mac James, à son habitude, qui a géré... Dominant, Mac James. Premier match dominant. Voilà. Un Eli Okobo aussi, qui a été là aussi, qui fait partie des meilleurs joueurs du match. Et ce qui est intéressant, c'est que le match 2, on n'a pas les mêmes joueurs qui ont dominé. Non. Et justement, on voit la différence. On parle justement peut-être de Mam Jaité, qui fait un match... Parle du duo d'internationaux, parle de Jaité et Strazel. Voilà. Donc on parle justement de ce duo-là. Pourquoi je parle de ce duo-là? Parce qu'en fait, c'est ce duo-là où Mam Jaité, où j'en parle vraiment parce que c'est un match parfait offensivement en termes c'est un 9 sur 9, 20 points, dominant dans la raquette, qui va faire du point, 27 en évaluation. Mathieu Strazel aussi, qui apporte aussi, qui fait beaucoup de bien, parce qu'on sait que le match 2, Mac James est passé à côté de son match. Et justement, c'est là où on voit quand même la profondeur de Monaco. On voit que c'est quand même une équipe qui est quand même fait pour le final fort, parce que justement, on a tous ces joueurs-là. Daniel Theis aussi fait pas un gros match en game 2. Et c'est pour ça que je dis qu'on change quand même de joueurs qui dominent là. Alpha Diallo aussi, 21 points dans le game 2. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même quand les Mac James, Daniel Theis ne sont pas forcément adroits au tir et qui mettent des points, etc., mais on a quand même des joueurs qui savent élever le niveau, qui assurent la victoire quand même. On sait que Monaco, par exemple, le terrain de Monaco, c'est pas forcément le meilleur stade où il y a l'ambiance la plus folle. Oui. Voilà. Mais c'est 2 matchs qu'on assure, enfin que Monaco assure. Non, tu peux dire qu'on. On est patriote. Ouais, voilà. Et en plus, c'est des matchs qu'ils ont quasiment dominé de bout en bout en soi. Même si Monaco, c'est pas vraiment là. Bref. Mais en tout cas, voilà. C'est une série qui, en tout cas, voilà, c'est une série qui domine. Moi, je vois pas la série aller en 5. Peut-être ça peut même finir en 3 ou 4. Peut-être Barcelone. Mais faut mentionner un truc quand même. Peut-être que, en tout cas, je pense que Barcelone peut-être va prendre un match. Comme je pense qu'ils vont prendre le game. Non, mais faut mentionner un truc, c'est que le Barça se fait tellement gifler les fesses, Flexta, qu'on a une équipe qui maintenant sombre dans l'agressivité hors basket. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est en train on est en train de sombrer dans la bagarre. Ah, c'est la bagarre. Là, ça. Bagarre de rue. Et par rapport à ça, il y a 2 choses qui me plaisent. J'ai trouvé une équipe de Monaco tout en maîtrise, et ça, c'est la patte Spanoulis. C'est-à-dire que tu vois justement des mecs qui sortent de leur boîte et surtout des mecs qui sont responsabilisés, parce qu'un Tarpey qui était aux oubliettes
sous Obradovic, même un Mamjete qui jouait assez peu, Strazel arrivait à tirer son épingle du jeu, mais si tu veux, il y avait pas mal de joueurs français qui n'étaient pas en rythme, qui n'étaient pas responsabilisés. Dès que Spanoulis est arrivé, il a fait bon, on va rééquilibrer tout ça. On va donner à manger un petit peu à tout le monde et on va compter sur le talent individuel de chacun pour pouvoir sortir un nouveau lapin du chapeau qui soit différent à chaque fois. Et donc le match parfait de Mamjete, c'est aussi par rapport à ses dispositions mentales. Tu sais, c'est la psychologie. Quand t'as un coach qui te dit, hey, t'inquiète pas si match 1, c'est pas toi, je sais que tu peux le faire au match 2. Et que tout le monde ait cette compréhension que dans l'organigramme de l'équipe, la responsabilisation, elle est partagée, même si on sait que le patron, c'est Mike James. Même si on sait que dans les moments chauds, si tu as besoin d'un panier en isolation, tu donnes soit à Mike James, soit à Eli Okobo. Tu sais que Strazel a beaucoup de crédit auprès de Spanoulis, qui lui fait vraiment confiance dans sa capacité à gérer le tempo et à prendre les bonnes décisions, que ce soit sur les pick and roll ou à mettre les gros paniers. Et ça a été très tôt, ça. Hein. Mais quand je vois le coaching de Spanoulis, ça me rappelle ce que j'ai vu à Peristeri. Ça me rappelle ce que je vois en équipe nationale. Parce que quand tu vois, par exemple, les fenêtres FIBA, où t'as pas les joueurs d'Euroleague qui sont vraiment disponibles pour jouer les qualifications pour les championnats d'Europe et des trucs comme ça pendant les périodes de break, là. Spanoulis fait venir des mecs qui sont dans des rôles très ingrats, hein, dans le championnat grec. Et il leur permet de vraiment pas, tu sais, briller, jouer, transcender presque. Et là, je vois vraiment une maîtrise du côté de Monaco et Barcelone qui sombre dans le bon, bah, vu que vous nous giflez, on va transformer le match en bagarre, vous essayez de vous faire péter les plombs, essayez justement, bah, vu que basketballistiquement parlant, on n'arrive pas à tenir la route. Pourtant, il y a du talent, hein. Mais un Jabari Parker, bah, ça suffit pas à gagner une série. Et je vois une réelle sérénité. La seule chose qu'il faut éviter et essayer de rester, tu vois, hors de ce truc-là, c'est une fois revenu au Barça où ils vont essayer justement de salir le match, ils vont salir le jeu. Ouais, mais c'est une manière de gagner. C'est une manière de gagner. C'est une manière de gagner. Et donc, c'est ça qui, si on arrive à rester calme, faut rester calme et mettre de notre basket. Faut pas succomber à la provocation parce que c'est une manière de gagner, c'est pas basket. Exactement. En tout cas, Game 3 à Barcelone. On a hâte de voir ça. Je pense que la semaine prochaine, on débriefera. On espère que Monaco va conclure assez vite. Je pense que voilà. On espère qu'on va les taper. Un petit sweep, ce serait mignon. Un sweep serait mignon. En tout cas, ils sont en tout cas bien partis pour aller atteindre le final fort comme ils avaient prévu de le faire. Mais pour l'instant, les favoris répondent présent. Et on se posait la question, est-ce que ce sera l'année où on aura les 4 premiers qui vont se retrouver au final fort? C'est là, on est bien parti. Ça dépend du Pana. Du Pana. Exactement. Allez. J'ai envie de dire, la suite dans un autre épisode. Voilà. Comme dans une bonne série des années 80. La suite au prochain épisode. Est-ce que Brenda va sortir avec Brandon? Vous le saurez bientôt dans un prochain épisode. Ils sont pas frères, Brenda et Brandon? Exactement. C'était plutôt Dylan. Laisse tomber. Du coup, NBA Playoff Basketball. Il y a beaucoup à dire. Tu peux dire Lakers in 5, but out to Cancun. Voilà. On va le laisser parler. En plus, le monsieur qui disait ça, il est dans une sauce. Gombo lui aussi. Une sauce gombo. Bon. C'est très épicé. On commence par quelle conférence? Chaud. On commence par quelle conférence? Ok, c'est quoi, Mills? Tu choisis. Donc on va commencer par l'Est parce que l'Ouest a beaucoup plus à dire. Ça me plaît, vas-y. Donc on va débriefer rapidement les quatre séries. Cleveland, Miami, très rapide. C'est voilà, Cleveland en tout prend détente. Pour moi, voilà, ils montrent clairement pourquoi ils sont numéro 1. Ça joue contre Miami. Après, on se disait même, est-ce que Miami justement va pas arriver à détourner les attentes, à dire vas-y, on a l'habitude de finir 8e, on a l'habitude de jouer, de personnes de faire des upsets, oui. Là non. Là, vraiment, Cleveland est sur la continuité de la saison. Ouais, là, ils sont sur une équipe trop concentrée. Voilà, on va pas débriefer longtemps. Ils sont sur 3-0. Ça va se finir assez rapidement, je pense. On a vu le game 3. Ils existent même pas. Ouais, voilà. C'est ça. C'est pour ça, pourquoi débriefer longuement dans le sens de dire, oui, mais, concevons peut-être, il n'y a pas d'ajustement possible, il n'y a pas suffisamment de profondeur, il n'y a pas suffisamment de talent, il n'y a pas suffisamment de réponse à cette équipe de Cleveland qui est maître de son basket au meilleur des moments. Et en plus, surtout que le game 3 à Miami, on a vu une gifle de Cleveland. Et je pense qu'en fait, Miami, ils attendent juste les vacances. Clairement, ils attendent les vacances. Il faut dire la vérité, hein. Ils attendent juste Cancun. Et ça va arriver très tôt, hein. Ça va arriver très tôt. Donc, je pense que Cleveland va finir assez rapidement. Donc, 4-0 pour moi, je le vois. Je pense qu'on voit tous la même chose. Boston. Boston.
C'est une série qui est très rugueuse. Alors, c'est une série où on en parlait en off, hein. La conférence Est, c'est très, 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 genre, c'est, pas même la Ouest, en vrai, en soi, hein. C'est très, très, comment dire. Là, on dit que c'était très soft en saison régulière. Là, les playoffs, ça n'a rien à voir. Là, on a vu, Porzingis, le front en sang. On a vu Tatum se blesser aussi au game 1. Non, c'est la série avec Orlando, elle est très, très rugueuse. Et même, Jaylen Brown a fait une intervention où il dit, bon, si vous voulez laisser le jeu partir en sucette, pas de souci. Hein. Si on doit décider de qui va gagner cette série en se bagarrant, on va se bagarrer et exactement. on va. Et là, c'est là où on s'est dit que Boston va remporter assez aisément la série, etc. Orlando vient de prendre le game 3. Ça s'est joué à la fin du match, on sait très bien, c'était très serré. Paulo Banchero, on sait que justement c'était un des joueurs qu'on surveillait très près d'Orlando. Pour l'instant, il fait pas de mauvaise série. Il est dans sa série. Il fait une bonne série. Mais faut qu'il parte de là-bas. Il fait une bonne série, mais comme on l'a dit, Orlando n'a pas le niveau. Tu crois pas au projet Orlando, Flextin? Non. Pas du tout. Qu'est-ce qui va pas à Orlando? Il y a pas en fait. C'est le front office le problème, c'est quoi? Ouais, c'est le front office. En fait, il y a pas il leur manque un Pat Riley. Parce que c'est un truc bizarre ce que je veux dire, mais tu vois, la Floride, il fait trop bon vivre. Si t'as pas un maître d'œuvre qui vous serre le cou, qui vous dit c'est comme ça un truc, les mecs ils. Mais tu crois que la Californie c'est pas très différent? Ben regarde les équipes qui sont en Californie, en Pacifique notamment, ben les Lakers, les Warriors, c'est des équipes qui jouent parce que elles ont des grosses équipes, elles attirent des gros joueurs, etc. Yeah. Mais petit marché. Ouais, tu veux dire en fait soleil toute l'année. Donc tu veux dire qu'en fait la profondeur des effectifs des équipes de Los Angeles, que ce soit les Clippers ou les Lakers, en fait arrive à compenser. C'est ça. L'attraction. Après, je pense aussi que faut pas oublier que Orlando avait très bien commencé la saison régulière. Après, il y a eu beaucoup de blessés. Faut le rappeler. Donc, c'est-à-dire que ça a cassé beaucoup la dynamique d'Orlando. On sait qu'ils ont fini un peu dans les choux, hein. Vous savez qu'ils avaient très bien commencé. On les voyait dans le top 6, etc. Là où après, ça a été compliqué. Mais en tout cas, là, ça joue Boston. Malheureusement, c'est les favoris à l'Est. Donc, moi, je m'attends pas à grand chose. Mais en tout cas, déjà, ils ont pris un match. Moi, je suis déjà content pour eux parce qu'ils ont pris un match. Ils auraient pu super, hein. Boston au complet, ils peuvent super. On sait très bien comment ils sont. Je vois un 4-1. Moi, personnellement, je vois à 4-1. Je pense que Boston va essayer de finir le plus vite possible. Ils voient que la série est assez rugueuse. On va pas commencer à blesser les joueurs. Si on peut finir vite, on finit vite. C'est ça. Pour moi, je vois comme ça. Ok. Pistons New York. New York. Belle série. C'est peut-être la série la plus agréable à voir jouer. Peut-être pas dans le jeu, mais en tout cas en termes d'intensité. Comme j'avais dit, moi, Détroit l'année dernière, c'était une équipe qui était à 27 défaites d'affilée. C'est une équipe où on n'attendait rien d'eux. Et aujourd'hui, ils font plaisir à voir jouer. C'est une équipe qui n'a pas peur de New York. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ils ont pas peur de New York. Le game 1, on a vu malheureusement, ils avaient bien commencé le game 1 et on a vu le dernier carton 21-0 où New York prend le game 1 avec justement l'expérience. Je pense que cette expérience, ça va jouer dessus. Le game 2, Détroit au Madison Square Garden qui va prendre un match. Ça, c'est franchement une victoire importante parce qu'on se redit, ouais, New York va gagner 2 matchs. Et là, le game 3, c'est encore un match serré. C'est encore un match où New York va récupérer l'avantage du terrain, hein, qu'ils avaient perdu contre Détroit. Avec un gros match de Karl Anthony Towns. Voilà. Et qu'on attendait. Voilà. On a vu, on disait, est-ce que Towns va assumer, est-ce que Bronson est revenu, ça fait du bien, on parle d'Anunoby, on parle de Hart. Bronson, il assume sévère, hein. Après, comme Bronson, on a dit, là, on en avait parlé la semaine dernière, hein. Mais ça va pas tenir toutes les playoffs, hein. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais, à un moment donné, il va écoute, t'as un beau duel à distance entre les deux, en tout cas. Cunningham, Bronson. Exactement. Donc, je pense que c'est une série qui peut aller en 6 minimum. Je pense pas qu'il y aura un 4-1. Je pense que Détroit va prendre un autre match. Comme on l'a dit, hein, rugueux, bagarre, hein, et embrouille, etc. Comme d'habitude, on a vu un Stewart. En plus, ce qui est agréable, c'est qu'il y a eu une bagarre un peu entre les deux, entre New York et Détroit, et on a vu que celui qu'on a rencontré dans toutes les bagarres, justement, Stewart n'était pas là. On le voyait en civil, carrément, la caméra était full sur lui. Et là, on s'est dit... Ils se sont dit, est-ce qu'il va quitter le banc? Et c'est agréable parce qu'on retrouve l'identité encore bad boy, hein, de Détroit, hein. Détroit, fin années 80 et 2004. Détroit, de toute manière, t'auras jamais une équipe, qui réussira là-bas sans avoir cette culture. C'est la ville qui est comme ça. C'est une ville qui est comme ça. C'est-à-dire que tu t'imprègnes de l'environnement dans lequel tu es. Donc même en tant que joueur, soit tu t'imprègnes de ça, soit tu réussis pas. C'est-à-dire que tu emmènes un Karl Anthony Towns du côté de Détroit et tu essaies de réécrire une histoire des grandes années du Pistons basketball. Si un Anthony Towns n'arrive pas à adhérer à cette fibre, on a vu une réelle progression dans cet aspect-là de son jeu, notamment dans sa petite brouille avec Jimmy Butler, où il y a eu du répondant, pas Jimmy Butler, excuse-moi, Draymond Green, avec Draymond Green, où il y a eu du répondant.
on voit qu'il y a quelque chose il y a du mieux dans ce profil de dire, OK, il va falloir que je fasse plus d'efforts, il va falloir que j'ai cette capacité à répondre au challenge, cette capacité aussi à avoir un petit peu de la bouche, mais d'assumer avec les actes. Parce que d'avoir de la bouche, c'est bien, mais d'assumer avec les actes. En fait, c'est un grand joueur, faut juste qu'il ait plus, voilà, oui, mais le problème, bijoux de famille, c'est tout. Ouais, mais le jour il les aura tout le temps. Non, mais Flexa, le problème, c'est que tu demandes parfois de demander à des gens d'être hors caractère. C'est-à-dire que il faut voir aussi la personnalité profonde des individus dont on parle. Sauf que le basketball, là, des playoffs, il faut ça. Tu Non, l'as pas, mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Ou alors, c'est pas toi le leader. Voilà. C'est que, oui, mais moi, je suis un mec sensible. OK, mais là, c'est pas pour les sensibles. Donc, Donc, on le dit, juste en partage, je précise bien. Comme tu as dit, Bronson qui domine la série, il est quasiment à 34 points de moyenne. Il est fatigué. Voilà, 34 points de moyenne, 8 passes décisives. Donc, on est sur une série Cunningham, c'est du 26-8-8. Voilà, 26-8-8. On rappelle, première série de playoffs en carrière pour Cunningham. Oui, c'est Donc, vrai. en tout cas, c'est très, 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 agréable à voir pour la suite. Et en tout cas, on a hâte de voir comment la série va se terminer. OK. Donc, on passe à l'ouest, les gars, s'il vous plaît. il manque juste Indiana, Milwaukee. Ça vous intéresse? Il faut quand même en parler. Ça vous intéresse, vous? Non, il faut quand même en parler parce que le Game 3 a été remporté par les Bucks. On sait qu'un Giannis tourne au four et au moulin, 34 points, de 14 rebonds, mais on a vu un Trent Junior, justement, à 39 points. 39 points dans le Game 3, 18 points dans le troisième quart-temps. C'est peut-être, bon, on sait que c'est un coup de chaud, hein. On sait que c'est un coup de chaud. Ouais, mais Milwaukee est capable de prendre le match 4. Je sais pas de quoi vous parlez, là. Et c'est pour ça que je parle de cette série. Non, enfin, toi, je dis vous. Oui, Vous, là, justement. Vous. Les DJ présentateurs. L'homme à la casquette? Ok, d'accord. Ouais, les gars, calmez-vous. Non, blague à part. Je sais que toi, t'es pas vendu sur le dossier Bucks. Je le sais. Je sais que toi, tu penses que les Pacers ont une meilleure équipe, jouent un meilleur basket, et devraient vraisemblablement remporter cette série. Voilà. J'entends. Je ne dis pas que t'as tort. Je ne dis pas que même ton opinion est insensée. Mais ce que je dis quand même, c'est qu'il y a plus de qualité dans cette équipe des Bucks qui, pour moi, est mal gérée. Ouais. Je n'aime pas le coaching de Doc Rivers. Je n'aime pas même le concept même de sa venue à Milwaukee. Doc Rivers est un des coachs les plus surcotés qu'on ait pu voir. Moi, Doc Rivers, c'est un des coachs les plus surcotés qu'on ait pu voir. Donc, certes, merci Kevin Garnett, Paul Pierce, Rondo de l'avoir de son titre en 2008. Pour moi, Doc Rivers, je suis désolé. Pour le coup, le boulot dans le management de cette épopée Celtics. Oui, d'accord. Il avait fait un vrai taf. Le Ubuntu dont on parle, là, cette culture Celtics. Je suis d'accord. Et la capacité de faire coexister des individus avec des égos énormes, parce qu'un Ray Allen a un gros égo, parce qu'il faut pas penser que c'était juste Paul Pierce et Kevin Garnett. Ray Allen, c'est un perennial All-Star, c'est un des meilleurs shooters de l'histoire. C'est un joueur qui, quand il était à Milwaukee ou à Seattle, tournait à 28 points par match. Et attention, un Ray Allen, c'est très, très haut standing. Donc, le management, même s'il y a eu une sorte de... Tu peux pas dire que c'est des sous-performances parce qu'ils font les finales 2 fois et qu'ils ratent en finale de conf. Non. Après, Doc Rivers, il a fait Doc Rivers, c'est son management et c'est ce qu'il a fait du côté des Clippers. Non, mais ça, c'est un crime. C'est l'ensemble de son œuvre. Là, faut pas dire juste il a fait 2 finales, donc c'est le truc. Sur l'ensemble de son œuvre, on a assez de choses pour nous dire. Il y a pas mal de séries aussi, il faut rappeler, où il menait 3-1. Et je pense que c'est le coach qui 3 fois. Il y a une série qui perd contre Détroit en 2003. Il était avec Orlando de McGrady. Il mène 3-1 où McGrady commence à dire oui, c'est bien d'être au second tour, etc. 4-3. On a une série du coup contre non, t'en perds ton stylo. Voilà, t'en perds mon stylo. Houston qui il perd contre les Clippers qui mènent 3-1 et qui se fait remonter par Josh Smith, c'est en 2015 je crois, il faut remonter et je crois qu'il y a la série dans la bulle, je crois. Je me trompe pas, les Clippers quand ils perdent contre je sais plus contre qui. Oui. Ils perdent 3-1 avec les Leonard, etc. Et ils perdent 4-3. C'est contre Dallas. Non, c'est Denver. Denver, je crois. C'est Denver. Mais c'est pas cette série-là où Doncic met le tir. C'est pas cette série-là. C'est pas contre les Clippers. Non, mais ils gagnent pas. Dallas ne gagne pas. De mes trucs, quand les Clippers mènent 3-1 dans la bulle, ils perdent contre... Faut que... T'as sûrement raison. Attends, Lead 2020, on va regarder ça tout de suite. Contre qui? Chalk City. Chalk City, c'est quand même dingue, ça, mon Dieu. De Lob City à Chalk City. C'est dur, hein. Les fans des Clippers, là, vous souffrez beaucoup, hein. Je suis désolé.
C'est Denver. C'est bien Denver. Ouais, C'était c'est Denver. Denver. Ok, pardon. C'est Denver parce que Denver va jouer en finale contre les Lakers dans la bulle. Tiens, tu peux avoir un stylo en plus, tiens, hop. Merci. Passe d'ess. Donc voilà. En tout cas, pour finir juste sur la série Milwaukee, on a vu que Giannis a enfin du soutien pour la première fois. 9 sur 12 à 3 points pour Gary Trent. Hein. Je m'étais trompé, pas 39 points, mais 37 points chacun pour les deux. Un Lillard qui est revenu, mais qui est pas encore là. Mais Là où on attend. ça lui gagne du temps un peu. Mais comme on l'a dit, hein, la blessure de base était décisive pour la saison. Il est revenu un peu vite, on le sait. Par contre, je savais comme les efforts défensifs qu'il a fait parce qu'il était très présent défensivement, malgré que offensivement il n'était pas là. Un game 4 à Milwaukee qui va être très important parce que si tu pars, Tu gagnes ce match-là, tout est à refaire. tout est à refaire, exactement. Et Je sais que tu n'y crois pas, Flexstar, je Non, sais, crois- mais... je vous laisse cook, hein, je vous laisse Ouais, cook. non mais Eh, conçois que c'est possible. ouais, C'est non, tout non, ce mais que j'ai à dire. bien sûr, moi, en tout cas, Après, pourquoi faire après, Eh, ne dis Derrière, pas ça, hein. voilà. Derrière, Après, moi, je les vois pas. après, mention Ouais, mais honorable bon. quand même à Pascal Siakam parce qu'il fait une grosse Siakam, il fait sa série. série, hein. La mère, Et, il est fort. et on n'en parle pas assez parce que ça fait partie d'un des joueurs qui est très sous-coté. Hein, donc Ouais, mais il a 26 sur la série. Ouais, voilà. C'est pour ça que je veux quand même en parler comme un petit amour à Siakam parce que ces 3 matchs, il les a réussi. Malgré que son équipe n'a pas trop suivi dans le game 3, mais lui, en tout cas, ces 3 matchs, il les a suivis. Et en tout cas, on va voir déjà si Milwaukee va remporter le game 4. Mais pour moi, elle est plus intéressante que ce qu'on ne le pense. Hein. Oui, moi, je suis d'accord. C'est une série plutôt sympa. Hein. En tout cas, voilà. C'est pas aussi dégueu que ce que tu pouvais anticiper, Flexstar. Exactement. C'est pas aussi dégueu. Je vous laisse Du mettre coup- de vos propos. Du coup, on passe au soleil. On passe au à soleil, l'ouest. on passe dans la conférence Ouest. Avant de parler Ouais. des gros, hein, parce que voilà, on va parler de la série qui s'est déjà finie. Ouais, bah, Voilà, il y a déjà une série, il y a déjà un sub qui s'est fait. Ok, si, taille patron. Ouais, Patron. Après, faut le dire, bah, déjà le premier match, hein, où ils mettent 50 points déjà dans Non, le mais game 1. tu vois, dès que t'as vu ça, ça y est, c'est terminé. Non, Voilà. la série s'est rééquilibrée un petit peu le moment où on est parti du côté de Memphis. Voilà. Ça a été plus équilibré, c'était plus incertain, mais il y a quand même une vraie maîtrise. Et puis Ja Morant qui a voulu faire le bonhomme avec Chet Holmgren et qui en a payé le prix. Non, après, sur la Bon, faute. écoute. Après, sur la faute, c'est une grosse faute quand il tombe, là. Oui, mais après, ça change la série, ça change le match parce que tout simplement, faut le rappeler, les Grizzlies menaient quasiment de 30 points. Ils se sont fait rattraper, ils ont remporté le match. OKC, on a vu que là, c'est une équipe qui a pris de l'expérience, qui c'est plus la même équipe que l'an dernier. Ils sont premier NBA. Un Kachai qui fait même pas une énorme série, hein, je trouve, hein. Il Pas met ses besoin. points à la pointe. Exactement, Mais c'est ça t'as que pas je dis. besoin. C'est ça que je dis. Là, OKC sont là en détente. Ils ont pris la série. Là, maintenant, ils sont en mode Mais de repos. toute manière, c'est aussi une des choses que je mentionne par rapport à ce débat du MVP. Sans Shai, OKC peut C'est une gagner. grosse équipe. Non, oui, après ça, Et d'accord. moi, même sans Shai, il pouvait prendre cette série. Ouais. Je sais pas si c'est un sweep, mais il prenait cette série contre les Bien sûr. Grizzlies. Bien sûr. Exactement. Tu mets n'importe quelle série pour les Nuggets sans Jokic, je vous le fini. dis, c'est une équipe de C'est loterie. fini, c'est fini. En tout Même cas, s'il y a ouais. Gordon et On passe à- Murray. on Ouais. passe à Juste l'autre- un shout-out aussi quand même à Scottie Pippen Jr., le game 4. Scotty! Voilà, fils de Scottie. 30 points, 11 rebonds. Le match le plus serré de la série. Ils se font super. Bon, voilà, Memphis est en vacances. Ja Morant était Mais blessé en tous les Memphis a cas, ça n'a rien beaucoup fait. de boulot de reconstruction. Exactement. Mais On en parle. j'espère Voilà. qu'ils vont maintenir leur confiance à Thomas Salo et le laisser cook un petit peu là. Faut Ouais. qu'il le laisse cuisiner. Ouais, Flexta. Non, mais Ne fais pas la moue. je pense pas qu'ils vont le laisser, justement. C'est par rapport à ça. Écoute, si lui ont donné le boulot là, il faudrait au moins qu'il lui donne une année. Les Ouais. gars, on est dans des séries où le mec, il se fait cut 3 matchs avant les playoffs, justement. etc., etc. Mais C'est un justement, peu du n'importe il y a quoi, une cette année, il y a une différence entre Isalo, coach, que du côté de Denver. Hein. Ok. J'ai plus confiance dans la manière de traiter les coachs en NBA en ce moment. Donc, Ok. ok, autre série, les gars. On accélère un peu. Bon, ok. Houston, Golden State. Game 3, franchement. Game 3, là. Et encore une fois, je vais pas l'appeler par son prénom que tout le monde l'appelle, je vais l'appeler par Wardell Curry. Wardell Curry, parce qu'encore une fois, Game 3, 38 points, des paniers encore. Et on a l'impression que ça fait 10 ans, en 2015, on voyait qu'il gagne son premier titre, ça fait 10 ans plus tard, il refait la même chose. Simplicité. Houston, un jeu très rugueux. On sait que Houston, ils sont là pour abattre, hein, concrètement. C'est des petits jeunes, ils ont peur de rien. Ils sont deuxième de la conférence. Et en plus, Butler s'est blessé en plus dans le game 2. C'est là où on s'est dit, est-ce que justement Golden State va pas perdre le game 3 à cause de cette blessure-là? Non. Le patron, il a dit, c'est mort. C'est mort. Golden State remporte le game 3, dans une série qui va être palpitante jusqu'au bout, je pense. Et l'équipe qui va gagner, en tout cas, va perdre beaucoup en termes d'énergie, en termes de, parce qu'on sait que c'est très très, comme on l'a dit, un rugueux, on sait que Draymond Green, ça parle beaucoup, les Jalen Green, ça commence aussi à, les conflits commencent à arriver, le trash talk aussi est là,
On est vraiment dans la série playoff, vraiment là. C'est même une série, comme on pourrait le dire, on pourrait croire que c'est à l'Est. Tellement c'est rugueux, tellement c'est la bagarre. Mais on voit encore une fois une équipe de Golden State qui est expérimentée, qui arrive à s'en tirer. On voit une équipe de Houston qui, malheureusement, quand ça perd sur des détails, ça perd sur des... Ils arrivent à... Pendant quelques instants, ils laissent Golden State prendre l'avance et des fois, ça coûte cher. Moi, la chose que je retire de cette série, c'est que une fois arrivé au 4e quart-temps, t'as quand même une vision assez claire de qui va remporter ce match-là. C'est-à-dire que match 1, tu connais, OK, Golden State, make it happen. Okay. Game 2, c'est Houston. Tu t'es dit, non, Houston perd pas ce match-là. Game 3, Curry en mode gain du match. Game 4, I don't know who, je sais pas qui, je sais pas quand, je sais pas comment. Moi, je pense qu'ils vont égaliser. Mais le truc, c'est qu'en fait, je m'attends pas à avoir un match où ça va en prolongation, où ça va être sur une possession. C'est-à-dire qu'à chaque match, en fait, t'as ton équipe qui a fait le boulot suffisamment pour prendre le gain du match. T'as pas cette incertitude que tu es, par exemple, que tu puisses avoir avec cette série Clippers contre Nuggets, par exemple. Voire même entre New York et Détroit, que tu vois la configuration du match 3, ça va jusqu'à la dernière possession. Pour l'instant, en tout cas pour l'instant, ça n'a pas été vraiment le cas dans cette série, que j'aurais imaginé un peu plus... Voilà, encore juste un dernier mot. Gary Payton, le fils de Gary Payton. Avec le papa dans les gradins. Très bon game 3. Très important aussi, hein. On sait qu'à un moment, c'est lui qui met les paniers importants pour faire revivre Golden State, pour faire gagner aussi le match. Ancien d'Oregon State. Voilà. Beavers, stand up. Et Buddy Hield, on sait que Jimmy Butler aime bien le taquiner aussi, en interview, etc. Mais Buddy Hield aussi très important, 17 points. Et on attend le Game 4, justement, pour savoir comment ça va. Avec l'absence de Jimmy Butler, le fameux Robin, qui a dit à son Batman, et Buddy Hield a pris le rôle de Batman, il a dit, puisque t'es pas là, Jimmy, c'est moi qui vais y aller, etc. Exactement. Etc. Et en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais l'expérience face à la jeunesse, là, on est vraiment dans le choc des civilisations, et on va voir ce que ça va donner, mais une équipe où il y a Wardell, sur la piste. Vous êtes excusez-moi là, vous êtes convaincu par Houston? Numéro 2 de la saison régulière à l'Ouest, vous êtes convaincu par Houston, là? Après, là, je pense que ce match-up-là, il est vraiment compliqué pour eux. Sur une autre équipe, si ce match-up-là, excuse-moi, si ce match-up-là, il est compliqué, ça va être quoi, OKC? Je pense que OKC, une équipe plus jeune, les jeux se ressemblent un peu plus. J'ai l'impression que, tu sais, des fois, c'est des match-up comme ça, c'est pas forcément avec une meilleure équipe avec une meilleure équipe, tu joues mieux que face à une équipe moins bonne, tu vois ce que je veux dire. Avec OKC, t'as un poste intérieur qui va sortir Alperen Sengun de la raquette. T'as Chet Holmgren qui va amener cette menace de tir extérieur et qui va complètement ouvrir la raquette. Ça veut dire que tu as les chiens de la casse de OKC qui vont avoir tout l'espace nécessaire pour attaquer les intervalles et aller au cercle. C'est compliqué. Parce que Alperen Sengun, là, quand t'as un Draymond Green, tu peux matcher. Parce que Draymond Green n'amène pas ce danger offensif, n'amène pas cette capacité à vraiment forcer le mec à défendre. Alors certes, si tu restes trop bas, Draymond Green va aller sur ses mains, il va aller sur ses collaborations où il va trouver les bonnes passes et ouvrir des opportunités pour Steph Curry. Mais quand même, défensivement, qui a la morphologie, qui peut arrêter le Turc dans la raquette? T'as quand même un avantage. C'est une histoire de match-up. Et il tourne à 20 points par match dans cette série, il fait son boulot. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vraiment Houston arrive à appuyer sur l'avantage disponible? Parce que moi, quand je regarde ce qui est en train de se passer, ils sont tellement omnibulés par le fait d'arrêter Steph Curry, défensivement. Ils passent. Vous pouvez les comprendre. Je ne dis pas le contraire, mais est-ce que ça doit être au prix de ton jeu offensif? Je sais que c'est. On va souvent dire que la défense. C'est compliqué. Je sais qu'on dit toujours que la défense gagne les matchs, gagne les titres, mais quand t'es Golden State, c'est l'attaque qui gagne les titres pour le coup. Et à un moment donné, quand tu regardes cette équipe de Houston, pour moi, ça sous-performe offensivement. Et vous pouvez me dire, oui, mais attends, Gary Payton, super défenseur, c'est Draymond Green. Tu vas me dire qu'il n'y a pas suffisamment d'armes disponibles pour cette équipe de Houston qui, justement, tu parles de la jeunesse, tu parles des qualités athlétiques et autres. Et justement, c'est là où, par exemple, juste pour conclure ça, un Jalen Green qui a fait un très bon Game 2, mais justement, le problème, c'est qu'ils font cette constance-là. Parce que oui, certes, tu fais un gros Game 2, mais on va voir, c'est une série qu'une Golden State. C'est pas la Golden State du début de saison. C'est Golden State qui est revenu avec de la confiance, avec une meilleure dynamique. Donc, forcément, avec une équipe, comme on a dit, expérimentée. Donc, on sait qu'il y a déjà des joueurs à l'intérieur qui ont déjà remporté des titres. On sait comment ça se passe. Donc, il faut, pour moi, cette constance-là, offensivement, comme tu le dis. Parce que défensivement,
ils se donnent les moyens. Offensivement, c'est pas encore assez. Parce qu'encore une fois, les matchs, ça se joue à des détails, ça se joue sur des séries, sur des runs. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai 85 points au premier match, 93 points au troisième. Ouais, non, je suis d'accord. Parce que, en tout cas, même si on parle de le vainqueur de cette... Golden State défend très très bien. Je dis pas le contraire. Mais il y a quand même du talent à Houston. Il y a Jalen Green, il a les qualités pour pouvoir être inarrêtable dans cette ligue. On va voir au match 4 ce qui va se passer. Là, faut qu'on passe aux autres justement, séries, et on va voir justement parce que Houston, Golden State sont censés affronter soit les Lakers ou Minnesota. Et là, on arrive dans ce game-là, game 4 qui doit arriver, mais la série est menée par Minnesota. À la surprise de beaucoup de personnes, on a vu le game 1 remporté par Minnesota, le game 2 remporté par les Lakers, et là, le game 3, justement, où Minnesota a gagné chez eux avec un gros McDaniels, avec un gros Anthony Edwards en fin de match, avec un gros LeBron, mais un Doncic qui était, on va dire, du malade, ou qui a sous-performé, et on a vu très rapidement les carences en fin de match, justement, de cette équipe des Lakers. C'est un peu la même histoire. Hein. Dans cette série, chaque match a un peu l'identité de son vainqueur assez tôt. Et une fois qu'on a identifié, bon bah aujourd'hui, visiblement, ça va être les Timberwolves. Bon bah ok, ils gagnent. Ah, les Lakers, ça y est, ils ont réagi, ils ont le contrôle du match. Doncic est bien, c'est les Lakers. I don't know. Ce match 4, si les Wolves arrivent à le prendre, je pense pas qu'ils sont en sécurité. Je pense pas que on peut dire la série est validée parce que est-ce qu'ils ont vraiment appris de leur expérience de l'année passée? Parce qu'ils avaient le contrôle de la série en finale de conf. Et ils ont lâché ce contrôle. Est-ce qu'ils sont en capacité maintenant de vraiment passer à l'étape suivante? Anthony Edwards est en mission. Anthony Edwards me semble à même de mener à bien la mission élimination des Lakers et je te somme, Anthony, de finir le boulot comme tu l'as commencé, je t'en supplie. Mais je sais que ça le tue, mais il bouillonne de l'intérieur. Tu sais que je t'aime, frérot. Mais j'accepte la défaite. Et justement, qu'est-ce qui manque pour moi? Déjà, offensivement, les Lakers, c'est pas fun non plus, hein. Comme tu disais, on dit que Houston, il y a des matchs où ils mettent en 60 points. Tu veux que je te dise ce qui manque? You ready? J'entends. LeBron! Hey! Hello! Where are you? LeBron. T'es 38 points. Il te met 38, il disparaît dans les 6 dernières minutes. Voilà ce qui manque aux Lakers. C'est qu'à un moment donné, t'as des bonhommes qui sont supposés faire le boulot tels qu'ils sont supposés faire le boulot. Mais regarde, parce qu'en fait, justement, dans le game 2, on a vu, ça gagne 94, ça défend super bien alors que dans le game 1, la défense est passée un peu à l'ouest. Dans le game 3, on a un LeBron qui, en vrai, c'est lui qui tient le match pendant 40 minutes, pendant 40 minutes du match. On sait, il fait un gros run pour faire revenir les Lakers à égalité. Et après, on a vu les 6 dernières minutes où Edwards, lui, prend le match à la fin et se dit, c'est bon, on va prendre le match. Là où, par exemple, j'attends aussi un plus gros taf d'Austin Reeves, qui avait très bien fini la saison régulière. Là où Doncic, par exemple, n'a pas été bon dans son game 3. On peut le pardonner, hein, il a fait deux gros games pour commencer. Non, après le game 3, il avait quand même l'air atteint physiquement. Oui, il était pas bien. Justement, c'est là où je dis que Austin Reeves, c'est là où il avait step up pour moi dans les derniers matchs de saison régulière. Il doit aussi step up là en playoff, surtout qu'on a vu que l'année dernière, il avait déjà fait comme des matchs de playoff qui étaient très agréables à voir jouer de sa part. Ouais. Des Rui Hachimura, etc. On a besoin de, comme à Milwaukee, le même problème, on a besoin de voir aussi autour exceller aussi en attaque, commencer à mettre des points pour libérer un peu les patrons des fois quand ça ne va pas. Voilà. Maintenant, on a le Game 4 qui va arriver. Si les Lakers perdent, je vois pas comment ils vont revenir à 3-1, regagner 4-3. Les Loups sont en mission, comme on a dit, c'est quand même finale de conf l'an dernier. On a quand même, comme je dis, et Minnesota, ce qui est bien, pour finir, on a quand même une équipe qui, même si un Julius Randle ne performe pas forcément aussi bien que ça ou quoi que ce soit, il domine pas, mais on a quand même des joueurs autour. Naz Reid au début, McDaniels qui score, DiVincenzo des fois qui met ses points. Une équipe autour qui... Après, DiVincenzo, lui, ce sera toujours dans un rôle d'energizer avec sa capacité à insuffler un peu cette agressivité défensive, à provoquer des pertes de balles, puis à courir aussi, mettre du rythme. Il joue son rôle. C'est un complément. Après, les gars, la série est finie. Venons passer à autre chose, s'il vous plaît. Non, toi, ça y est, ça y est. Non, ça y est, en fait, tu abdiques déjà. Non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ces Lakers n'ont pas d'âme. Il n'y a pas d'âme.
Il n'y a pas besoin d'être un savant pour le voir. Il y a Oui, pas d'âme. mais t'as un Luka Doncic dans cette équipe. Oui, Je peux mais- pas. Tant que t'as un Luka Doncic Ouais, dans c'est cette équipe, exactement ça. mais ça tu fait- ne peux pas dire on a c'est dit fini. ça, on a dit ça à plein de reprises et il Après, s'est fait sortir comme tout le monde. on a vu beaucoup d'équipes galérer les 3 premiers matchs et après, le Game 4, ça peut tout changer, tu vois. Non, mais l'équipe, c'est déjà un miracle vivant qu'elle soit là où elle est, là. Tu vois ce que je veux dire? Non, Oh, cette histoire. non, je trouve que c'était dur, quand même, non. Ils ont rien à l'intérieur. Non, là, c'est LeBron, l'homme, là, c'est etc. l'homme blessé qui parle. Non, même pas. C'est juste Non, que. c'est le Laker Fine qui parle. C'est là. juste que, on les a vus, et moi le premier, on les a vus plus beaux qu'ils n'étaient. Et là, on se rend compte que les Wolves, ils font pas non plus une série, Ouais, en en fait, fait, les Wolves. on les a- Ils arrivent à les sortir easy, sans trop lutter, etc. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, LeBron qui met ses 38 points et qui disparaît dans les derniers moments, Anthony Edwards, là, il est inarrêtable. Et il s'est fait une promesse de sortir ces Lakers-là. Donc, moi, je les vois pas réagir. Même le coaching, pardon, de JJ Redick, là, je sens qu'il manque de solutions, tu vois. Ok. Et il y a pas assez de Bonjour. joueurs, tout simplement. Donc, moi, je suis déçu et je suis lucide. Voilà, la série. Pas assez de joueurs. Ok. Bon. Nicolas, Pas assez de joueurs de qualité, notamment sur les postes. Vous avez pas votre Big Three, là, avec Austin et les Oui, là mais c'est ce que je pensais, mais force est de constater que. en tout cas, est-ce qu'on parle de Nikola Jokic? Est-ce qu'on parle de Kawhi parlons de la Leonard? vraie série, la Non, vraie est-ce qu'on- série. est-ce qu'on Non, mais parle je du Game vois 4? que tu piaffes d'impatience d'arriver à cette Bah série. oui, c'est ça, tu vois, c'est là. Est-ce qu'on parle du Game 4 qui va finir en tant que hardwood classique? Est-ce qu'on parle de Kawhi qui fait 39 points dans Game 2? C'est la série qu'on attend tous. C'est la série. C'est la série où on a pris plus de temps pour en parler. Ouais. 2-2, à l'heure où on parle. 2 victoires chacune. Un match gagné à l'extérieur, un match gagné à domicile pour chacun. Et en fait, là, on voit une série, comme l'a dit Jokic à la fin du Game 2. C'est peut-être le plus beau basket que vous pouvez voir actuellement en ce moment. C'est Jokic qui le dit, hein, donc. Non, mais il le dit après, en plus, il le dit après une défaite, hein. Ouais, C'est non, pas après mais une victoire. Ouais. Donc, on a justement la meilleure série. En fait, tu parles de l'entraîneur des Nuggets. Exactement. Parce que là, vous parlez pas d'un Comme Bill joueur. Russell, joueur entraîneur. tu vois. Là, exactement. Non mais franchement, je sais pas si vous vous rendez compte parce que là, on a une marionnette à la place du coach du côté des Nuggets et les puristes qui soutiennent les Nuggets. Excusez-moi, je ne cherche pas à être gratuitement négatif avec le bonhomme, mais on voit qui gère l'équipe dans les moments chauds. Qui est-ce qui a la plaquette et le stylo? Qui est-ce qui a les oreilles des joueurs? C'est Nicolas. Je veux dire, c'est incroyable parce que l'énergie nécessaire pour pouvoir performer à ce niveau pendant tout un match, disséquer les défenses, prendre les bonnes décisions, mettre les shoots. Et c'est marrant parce que Mills tout à l'heure on regardait les highlights et il disait quand même il a l'habitude Nicolas de cafouiller un peu sur la ligne des lancers francs en fin de match et la ligne de stats apparaît 33-21-7 et c'est ça un peu le truc qui fait sourire parce que on est en train de se dire quand même que le mec au niveau du terrain, de la performance terrain, il est injouable, il est incroyable. Le dernier shoot qu'il met sur la tête de Zubac en fin de match pour reprendre l'avantage quand il y a égalité sur double pivot sur feinte avec fade away contesté par Zubac. Je veux dire, c'est une dinguerie sans nom. Et c'est lui qui va gérer les mecs, qui va prendre les décisions de faire des pré-switch sur les situations défensives, par exemple, parce que tu le vois sur la fin de match, lors du match 1 que prend Denver. Il pré-switch une situation qu'il avait déjà mangée plus tôt dans la saison, où il dit à Gordon de changer initialement. Jokic se met en bas, sachant que ce qu'il recherchait du côté Clippers, c'était d'isoler Kawhi Leonard dans un contre 1 avec Jokic. Mais si tu fais le pré-switch dès le début de l'action, c'est là où tu sais les choses dont est capable d'un Draymond Green justement défensivement, où il est sur une lecture mais tellement avancé au niveau du positionnement à venir des joueurs, tellement avancé au niveau des options et de comment s'assurer qu'on soit dans les meilleurs match-up. C'est-à-dire que, il recherche le switch. Non, ça va être sur moi le switch à la fin. Et tu vois, la situation de Jokic, justement, qui pré-switch avec Gordon parce qu'il avait déjà reconnu l'action, tu le fais alors que t'es à 40 et quelques minutes de jeu dans les pattes. Tu le fais alors que t'as une saison entière dans les pattes. Tu le fais alors que tu es le mec qu'on est là en prise à 2, prise à 3, en train de bastonner toute la journée. Et t'es aussi en capacité sur les temps morts de prendre la plaquette et de dire non, on va faire ci, on va faire ça. Mais les gars. En fait, c'est pour moi là où je le j'ai assez rapidement. MVP. On a
MVP. On a 2 matchs des Denver. On a 2 matchs de Denver qui ont été pris. C'était très serré à la fin. On a vu le game 1 où les Clippers avaient dominé, ou après on a vu les Denver revenir et finalement perdre le game 1. On voit les Denver gagner le game 4 alors qu'ils ont mené pendant un moment, ils ont mené de 20 points. Les Clippers sont rattrapés et ça s'est joué à la fin sur un buzzer d'Aaron Gordon. Un Jokic qui domine, hein, comme on l'a dit, triple-double de moyenne de la série, etc. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Kawhi Leonard à son meilleur niveau. Je le dis, parce que c'est un joueur que je dis, honnêtement, que j'ai beaucoup critiqué par rapport à ses absences, etc. Parce que des fois, on sait pas pourquoi il est absent, ses blessures, etc. On parle du game 2 où il a 15 sur 19. 15 sur 19 en playoff, on sait que c'est très très sérieux, 39 points. Harden, qui fait une très bonne série. Ouais. J'aime beaucoup la série d'Harden et Zubac, leur collaboration. Ils jouent très très bien ensemble, ils se trouvent très bien. Et comme ils l'ont dit, c'est l'année où Zubac maintenant arrive à apporter aussi offensivement. Et ça, c'est intéressant. Alors, il a toujours amené offensivement, même quand il était aux Lakers. Franchement, j'entends ce que tu dis, hein. Mais pour moi, Zubac était un des joueurs les plus sous-estimés. C'est-à-dire que quand tu regardes ce qui est parti dans la valise chez les Clippers, et tu te dis, mais attends, on a laissé partir Zubac. Pour moi, c'était vraiment le pivot du futur, hein, pour les Lakers à l'époque. Il avait tout ce que... Et tu sais, même quand tu regardes à ce noyau des Lakers qu'ils avaient avec Ingram, Hart, Kuzma, Hart, Zubac, je veux dire, c'était une équipe. Si vous regardez maintenant cette équipe en vous projetant sur le futur, en vous disant, mais Zubac, c'est ça? Ah non, mais ils ont vendu leur futur pour Anthony Davis. Ils ont vendu leur futur. Après, ils ont pris un titre, donc ils ont pris un titre, mais dans quel contexte? Mais voilà. Mais Zubac, excuse-moi, je suis obligé de le faire, parce qu'en plus, je l'ai vu de très près pendant le tournoi pré-olympique cet été passé, l'été passé, excusez-moi. Zubac, c'est une montagne. C'est un joueur avec des mains soyeuses. On parle vraiment quand même d'un joueur qui est, surtout dans le basket moderne, et dans le basket NBA actuel, où il y a vraiment de vrais intérieurs, de vrais pivots, avec des vrais fondamentaux. T'as Embiid, t'as Jokic, t'as Zubac. Vous avez quel autre pivot? Alors, et tu as Alperen, le Turc. Ouais, donc, c'est-à-dire que... Ouais, c'est sûr, mais c'est là où c'est important parce que là, les Clippers le mettent en valeur. Ça qui est bien aussi, c'est que des fois, ça joue pour lui. On le laisse jouer, des fois, on le laisse Cook aussi en bas. Harden met toujours ses pivots en valeur. Voilà. Et c'est ça qui est justement intéressant. Et justement, Capella, c'était, et justement, et là, avec Harden, et c'est là où ça permet aussi aux Clippers d'avoir beaucoup plus d'options offensives, justement. On sait que Norman Powell aussi peut mettre aussi. On a vu Nicolas Batum aussi, très important aussi, où il met des tirs très importants à chaque fois. On voit une équipe, en fait, des Clippers qui est, pour moi, sur la série, hein, en tout cas, qui est, je dirais pas meilleure, mais on a l'impression que, en termes plus équilibré, qui, pour moi, qui n'a négligé aucun match. Plus dense au niveau des menaces. Exactement. Ils n'ont laissé passer aucun match. Tous les matchs qu'ils ont joués, soit ils ont perdu ou c'était très serré, ou le game 3, correction. Voilà, hein, correction. Et c'est là où je le dis, franchement, pour moi, je donne mon avis aujourd'hui, Clippers en 7. Moi, Clippers, je dis Clippers en 7. Je vois Denver sortir au premier tour. Franchement, ça va être très, très, très indécis parce que c'est une très bonne série, très équilibrée, avec du très bon basket. Là, on a vu le dernier match qui s'est joué au buzzer avec le alley-oop, d'Aaron Gordon. Aaron Gordon qui vraiment qui connaît parfaitement. Ça se joue à quelques secondes, à quelques millisecondes. Ouais. Et franchement, c'est beau à voir. Il y a la complémentarité des match-ups. Tout est respecté, tout est très bien coaché. Moi, je trouve que les Clippers sont bien coachés par Tyronn Lue, faut le dire quand c'est un des meilleurs coachs, hein, actuellement en NBA. Franchement. Et le grand coach Nikola Jokic qui fait un travail remarquable. Et je vous le dis, parce que là, bon, je pense que c'est un secret de Polichinelle qui va pas avoir le MVP, que ça va être shy. Si il va jusqu'au bout et qu'il prend le MVP des finales Jokic, on regardera le MVP de la saison régulière et ce sera pour moi l'un des plus gros scandales de l'histoire. Bah, je pense qu'on en parle. Si il fait tout ça et qu'il n'a pas eu MVP dans cette saison-là avec les stats qu'il fait, tu dis mais attends, genre les stats-là, on n'est pas MVP. Les chiffres, les statistiques de la saison qui sont qui surpassent tout ce qu'il a déjà fait, qui lui a donné déjà ses titres de MVP par le passé. Bref. Mais pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est son management. Je ne savais même pas, hein. Enfin, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à voir un Nikola Jokic aussi expansif au niveau des émotions. Vous avez déjà vu Jokic ces dernières années communiquer autant, on le sent parce qu'en fait, je pense qu'on arrive à un agacement aussi parce qu'en fait, cette équipe de Denver, il est pas chercher le titre, il joue son meilleur basket et il n'arrive pas à avoir le truc où on va y retourner. Parce qu'en fait, quand Jokic gagne en 2023 contre Miami, il est censé encore rouler encore, en fait. Il perd l'an dernier contre Minnesota, on sait que voilà, ça perd de peu. Maintenant, là, il voit que ça commence à lui échapper.
Tu sens, parce que Jokic, de base, c'est un nerveux. Faut le rappeler, hein. Jokic, c'est quelqu'un qui est émotif, hein. On sait que Jokic a beaucoup de coups de sang, etc. On sait que Jokic, de base, il est comme ça. Tu le connais personnellement ou comment? Non, mais on l'a vu quand il met le coup de coude à... Non, mais le coup de coude, oui, il a c'est ce que raison. je dis. C'est en serbe. Ou non, ou la bagarre aussi avec Devin Booker aussi en playoff où il sort 4-0. Oui, c'est vrai, je c'est dis vrai, qu'il a déjà eu des non, coups de mais sang. C'est ça que je dis. Comme le dit un poteau. Oui, mais dans que son je management, parce que alors, Oui. tu parles des coups de sang, moi je pense qu'il a du répondant. Ça, c'est deux choses différentes. Parce que c'est pas lui l'instigateur. Numéro 1. Jamais. C'est jamais lui l'instigateur. Numéro 2, alors certes, il est serbe. Si tu veux voir des mecs qui ont des vrais coups de sang et des mecs expansifs, tu regardes ses frérots plutôt que lui. Non, mais oui, dans ça, je dans suis la d'accord. fratrie, Oui, c'est oui, pas lui. Oui, c'est pas lui le pire. Mais oui. même par rapport même par rapport en tant que serbe, quand tu regardes son langage corporel, quand tu regardes sa manière de se comporter, c'est plus un Marjanovic qu'un Oui, mais on sent la maturité. Danilovic pour on ceux s- qui ont la culture basket. On sent la maturité de Jokic parce que il prend de l'âge, il prend de l'expérience, il devient le meilleur joueur Mais du je monde. vois quelque chose dans son leadership qui est de vraiment changeant. On n'a jamais parlé d'un Jokic comme étant un mec expansif. Exactement. Depuis toutes ces années en NBA, t'as jamais vu Jokic montrer un tel niveau d'investissement vocal. Vocalement, ça n'a jamais Là, été je pense- le leader expansif. Ah non, mais Ça n'a- il en a marre. Il a toujours été dans le fait de faire des bonnes passes, de montrer l'exemple, de distiller les bons ballons. Tu as son petit truc avec DeAndre Jordan et les faux bisous pour se dire bonjour parce que c'est la culture serbe et les 3 bisous et par rapport aux Américains qui se font des hugs mais où le contact corporel c'est toujours très tabou chez eux. Tu vois, c'est des choses comme ça. Là, on est en train de parler d'un Jokic qui est en train de nous montrer une partie de lui totalement insoupçonné. Jamais j'aurais attendu un Jokic. Alors qu'il fasse des trucs de, tu sais, de guider en coulisses quelqu'un ou de donner des conseils ou de driver l'attaque vers là où lui voit les choses. Ok. Mais de le faire de manière aussi ostentatoire. Non, faut vraiment comprendre qu'on est en train je pense qu'il a plus c'est le une choix. vraie dinguerie. Là, C'est il une a plus le vraie choix. dinguerie. Parce que tu peux t'attendre ça de leaders comme un Jimmy Butler ou autre qui ont déjà des épisodes. T'as jamais eu un épisode vocal. Après, c'est même des quand tu acteurs, regardes les c'est interviews. Même écouter les interviews d'un Jokic. Non, mais Il gagne le titre et il fait oh, c'est quand la parade? Oh, mais non, je dois rentrer. Non, mais on sait tout ça. Je suis vraiment en train de mettre le doigt là-dessus parce que je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie qu'on est en train de voir. Si. Là, on est en train de voir un joueur coach. L'expansion émotionnelle d'un Jokic et comment il communique. Mais on est d'accord. Non, mais Mills, c'est tes yeux que je cherche. Mills! Non, moi je le dis, hein. Bon, justement, Jokic, ce qu'il fait, en fait, il va toujours choquer, il va toujours choquer positivement. Et là, on le voit que depuis le départ de Malone. Mac Malone, Ouais. on sent que là, maintenant, c'est même lui qui gère. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Est-ce que justement, ça va pas le pénaliser parce qu'il met tellement d'énergie pour tenir en 7 matchs? On verra. Écoutez, pas. les gars, on va terminer là-dessus et je terminerai avec une citation de Rudy Tomjanovic. Never underestimate the art of a champion. Oh, j'aime bien ça. Tu vois ce que je veux dire? Ne sous-estimez jamais le cœur d'un champion. C'est des mecs qui ont gagné, ils ont ce truc-là, ils savent comment y aller. Et ça peut jouer dans les matchs décisifs. Et peut-être que Mais il y le en a alley-oop de Aaron Gordon, là, c'est décisif pour mais il y a un champion d'un côté comme de l'autre, hein, parce que t'as Kawhi de l'autre côté. Hein. Et donc c'est pour ça que cette série elle est absolument incroyable. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et le problème c'est que on voit c'est les champions en question là. On a un Kawhi Leonard qui était dans la décadence émotionnelle. On parle d'un mec qui pouvait même pas jouer au basket. Ouais, bien Et sûr, bien sûr. t'as entendu parler de l'échange qu'il a eu avec Pat Beverly? Ouais. Où Pat Beverly lui envoie un petit message de félicitations. Il lui a dit hey gras, j'ai vu le taf sale que t'as fait lors du match 2. C'est pas fair, c'est pas juste ce que t'es en train de faire là. Et il dit hey, je suis juste heureux d'être sur le terrain. Et Parce donc on pensait que c'était fini. Hein. Ouais, Et et ça donc, fait plaisir. C'est et- ça que je dis. Ça fait et plaisir à donc c'est voir. pour ça que t'es en train de voir d'un côté t'as Jokic qui tire la corde, de l'autre côté t'as Kawhi qui fait non, it's my time, t'as Jokic qui dit non, j'ai pas fini, t'as Kawhi qui fait non mais t'as pas compris. C'est une série de ouf. Voilà. Une série de ouf. Les gars, on a parlé basketball aujourd'hui. Hein. On a parlé basket. Ah là là, on a parlé ballon de cesto, comme on dit, tu vois ce que je veux dire. Et Shout quand out à mes t'es Espagnols. Hot Mills, ballon c'est chaud. Ouais, non, décidément. Bon, Non, les non, amis, mais c'est les la fin de amis, l'émission là. J'espère que vous avez apprécié cette émission autant que nous, on a apprécié la faire. C'est du basket livré pour vous. Voilà, ça nous fait plaisir. On aime le basketball. Encore une fois, abonnez-vous, partagez, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. On est disponible en écoute sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast
et consortes. Vous cherchez Temps Mort Show partout, hashtag Temps Mort Show. Vous nous trouvez. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous dans les commentaires, et etc. Donc, on répond, voilà. On est gentil, on répond. Si t'as lavé ton pote en 1 contre 1, tu nous dis, on va en parler. Si vous voulez faire des dédicaces en live. Exactement. Shout out à la team 144, on se sait les gars. Yes. Big up à vous, Mamayo, Simon, tout ça. Et Keba aussi. Donc les gars. Voilà, on attend ce qui se passe. Les playoffs sont incroyables, on vit du basket incroyable un peu partout dans le monde, et ça qui est incroyable. On en parle, et c'est super. Je pense que la semaine d'après, quand on reviendra encore ici, on va se dire la même chose. Ouais. On va même encore peut-être plus apprécier pour ce qui va se passer. On vit peut-être le meilleur moment de l'année, tout simplement. Surtout quand on aura les Lakers éliminés. Donc, Bon, les gars. Voilà. Peace.